Salut à tous, bienvenue dans Business en bagnole, le podcast où on parle de business, d'argent, d'entrepreneuriat, de sport, de mindset, d'absolument tous les sujets qui nous intéressent en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai du lourd pour toi. Laisse-moi te dire que je suis en route pour aller chercher mon invité du jour. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que si tu veux prendre de la vision, si tu veux de l'énervement, si tu veux une folie qui va arriver carrément, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mon invité, c'est mon associé Jean-Guillaume Days au sein de Green Bull, un des 5 associés. Et tu vas voir que si je le fais venir aujourd'hui, peut-être que tu ne le connais pas. Si tu nous suis de loin un petit peu sur YouTube, peut-être que tu le connais si tu es un petit peu plus proche de nous, notamment dans Money Game, etc. C'est non seulement une boule de nerfs, mais un travailleur fou et hors pair, et également un mec qui est à fond sur le dev perso, qui se forme, qui se challenge, qui cherche à toujours s'élever plus au niveau du travail, au niveau du mindset, au niveau du sport, au niveau de finalement tous les domaines de sa vie. Et c'est exactement ce qu'on va te partager aujourd'hui dans Business en bagnole. Assieds-toi, attache ta ceinture, on est parti. Il n'y a pas que l'argent. Tu m'énerves. Il faut que tu te remettes toi en question. J'ai de la vision qu'ils n'arrivent pas à voir. Il n'y a pas que le travail. Tu crois à la chance? Je rêvais d'aller aux US. Je suis pas fier de ce qui se passe en France. Les gens pensent trop petit. Tout est possible, tu vois. 2 dates par semaine. Business en bagnole. Bonjour. Comment il va? Ça va? Ça va et toi? C'est vous, Vision Man? Vision Man, c'est moi. J'ai mis ma petite veste. La petite veste Parce en que c'est saumon. pink, c'est Pink Month. Et au bureau, on est tous en pink. Ah oui, c'est pas Breast Cancer Day ou Ouais, je sais pas quoi, si, c'est ça. là. T'as fait ta petite mammographie? Non, pas encore. Bon, t'es chaud? Ça va, je suis bouillant. Bah écoute, Il y a des caméras. il y a beaucoup de caméras, il n'y a pas de règles dans ce podcast, tu connais Business en bagnole. Aujourd'hui, le but c'était un petit peu de faire venir Vision Man. Les gens savent pas encore. Il y en a qui savent dans Money Game, etc. Il y en a qui savent pas. La vision. Il y a trop de gens qui puissance. manquent de vision, Yann. C'est un problème. C'est un problème de société. Avant que tu montes dans la voiture, je t'ai un peu présenté en mode ok, voilà, bon, t'es qui globalement. Juste, ce que j'ai pas fait, c'est qu'est-ce que tu fais chez Green Bull, juste pour te chauffer un petit peu, c'est quoi un peu ton rôle, et puis après on partira sur les questions. Mon rôle en tant que vice-président business développement, c'est d'accélérer les développements de la boîte au niveau externe. Donc c'est rencontrer des partenaires externes pour trouver des associés, des partenaires, pour qu'on puisse scaler des business. C'est aussi s'occuper des ventes des villas qu'on a pour qu'on puisse encaisser. Je m'imagine que tu leur as parlé des Miami House, de ce qu'on fait avec Invest Dubai. Ils ont vu. Voilà, donc je suis responsable de la vente aussi et de lever des fonds en fait. La levée de fonds, voilà, une grosse partie et un petit peu d'animation sur Money Game pour ceux qui savent ce que c'est. Une fois par mois, je prends 2 à 3 heures où on parle de mindset, on parle de performance, on parle de vision, on parle de comment accélérer, comment gagner du temps, enfin quelques hacks que j'ai appris ou que je lis ou que des milliardaires mettent en place et qu'on peut partager avec tout le monde, tu vois, pour qu'on gagne plus d'argent. Toi, en fait, t'es vraiment à fond sur tout ce qui est dev perso, et j'irais même pas dev perso parce que c'est un peu galvaudé, dev perso, tout le monde parle de dev perso, Ouais. mais genre amélioration de soi-même, tu vois. Ouais, grave, Performance, grave. vision. Ouais. C'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça en fait? Parce que moi, depuis que je te connais, t'as toujours eu ça. Ouais. En fait, je suis fan de productivité, Ok. d'efficacité. Et en fait, j'ai compris très tôt que le mindset, c'est ce qui fait la diff. Donc, si tu as un mindset d'acier, en fait, tu peux faire de tout. Donc, c'est valable dans les 7 domaines de vie dont j'ai l'habitude de parler aussi. Donc, que ce soit domaine pro, domaine perso, domaine financier, investissement, que ce soit relation avec les gens, même la femme que tu peux avoir ou l'homme que tu veux être. Il faut avoir de la vision surtout en fait. Que ce soit en give back aussi, en donner aux autres, etc. Parce que la vie elle est faite aussi pour être partagée, que ce soit avec des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas. Et aussi du développement personnel, hein, c'est ça les 7 domaines de vie. Donc je suis un gros enthousiaste de la vie et je pense que je travaille tous les jours, même le matin tôt, c'est pour ça que je fais du sport, c'est pour ça que j'écoute des vidéos de développement personnel, de motivation et tout, pour me set up en fait un bon environnement pour qu'il y ait une bonne énergie et que ça m'amène que des choses positives. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais en Audible les 48 lois de Power, tu sais, les 48 Laws of Power. Et je suis tombé sur la 10e loi qui disent alors bon, c'est un livre qui est très controversé, etc. C'est pas que pour justement les mettre en application, mais c'est aussi pour être vigilant de ce que les gens font par rapport à toi. Et il te disait, dans la 10e loi, il te disait fais attention des gens qui sont unlucky ou unhappy. Et que si tu passes trop de temps avec eux, ils peuvent carrément en fait avoir un impact. Sucer ton énergie. Te sucer ton énergie jusqu'à ce que toi, si tu les défends trop, etc., tu peux perdre des amis, des potes, etc., ta santé. Et il donnait plein d'exemples sur quelqu'un qui a, une nana là, qui a eu beaucoup d'impact sur carrément un roi qui a été destitué et tout à cause de ça parce qu'il a fait confiance. Et donc en fait, si tu travailles ton mindset avec les bonnes personnes et que tu es dans un bon niveau d'énergie, je crois beaucoup aux lois de l'attraction qui vont venir pour toi. Et aussi parce que je déteste perdre du temps et je déteste le gaspillage. Donc je pars du principe que s'il y a des gens qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à étudier un domaine particulier
particulier. Ils en ont fait un livre, ils en ont fait une vidéo. Tu peux la voir, tu peux apprendre et mettre des hacks. En fait, la succession de hacks, comme un peu l'effet cumulé et les effets composés que t'enseignes, que ce soit les intérêts, la finance, ou tout, la finance, en fait, tu vas gagner du temps, en fait, tu vas être beaucoup plus productif et ça va être positif, ça va être bien pour toi, en fait. Tu vas accélérer. Comment tu expliques aujourd'hui, Yann, qu'il y a des gens, on a tous 24 heures dans une journée, il y en a qui sont partis de zéro, de moins en dette, etc. et ils finissent au top, milliardaires dans tous les domaines de vie, dans tous les niveaux. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, est-ce que c'est une question de chance? Il y a un peu de part de chance, mais c'est pas qu'une question de chance. Moi, je crois beaucoup au smart work et au hard work et je pense beaucoup à la vision et à comment tu vas te développer. À un moment donné, si t'as pas des hacks pour t'aider à mettre en place des choses nouvelles et à changer tes habitudes, parce qu'on a tous des habitudes flinguées qu'il faut changer ou qu'on prend, tu vois, dans notre environnement, etc. Eh bien, en fait, on va pas aller aussi vite, tout simplement. Le but, c'est de gagner la course. Mais tu sais, on dit toujours, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, tout le monde connaît ce truc-là. Je vois beaucoup de gens qui sont, et comme tu le disais, tirés vers le bas par une partie de leur entourage. Ça t'est arrivé, toi, par le passé, de faire sortir des gens de ta vie consciemment à cause de ça? Ouais, grave, absolument, absolument. Et tu le conseillerais aux gens? Je conseille totalement un audit une fois par an. Un audit? Ah ouais, c'est un audit. Tu audites ta life? J'audite ma life, j'audite les gens avec qui je passe le plus de temps et je me dis si lui, c'est quelqu'un qui me draine vers le bas ou me pousse vers le haut. Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec lui ou avec elle? Et il y a des gens vers qui je me suis éloigné. Après, tu t'éloignes aussi des fois automatiquement de certaines personnes parce que tu déménages, tu es dans une autre vie, tu as un autre train de vie, etc. Mais regarde, moi par exemple, je sors pas la semaine du lundi au mercredi en général. Je m'autorise un seul social night un peu le jeudi soir et le week-end, je bosse aussi un peu et je travaille. Donc à un moment donné, quand tu as une famille, quand tu commences à vouloir tu vois, faire d'autres choses, à travailler, etc., ton temps est limité. C'est plus en mode c'est la fiesta tous les week-ends, tous les soirs, il y a des potes qui viennent, etc. Donc si tu sélectionnes pas les gens avec qui tu es autour de toi, à un moment donné, tu vas être impacté. Donc je conseille totalement aux gens d'auditer les gens, que ce soit dans leur famille, leurs amis, leurs proches. Et c'est pas parce que tu as passé 5-10 ans à grandir à côté de quelqu'un qui finalement, tu vois, après je veux pas renier les amitiés, des choses comme ça. Hein. Si tu es ami avec des gens, c'est pas parce que tu es ami avec des gens qui avancent peut-être pas aussi vite que toi ou quoi que tu dois les bazarder, c'est pas ce que je dis. Moi je te dis qu'il y a des gens autour de toi qui te polluent, qui te donnent des mauvaises informations, qui sont concentrés sur des choses qui sont négatives. Moi je m'enlève de ça en fait. Pour pouvoir justement rester dans un bon mindset et toujours aller chercher une personne nouvelle à rentrer dans et tu vois, qui vont me challenger, qui vont me stimuler. Toi, tu dis que tu fais des audits de ta vie et en fait, ce que comprennent pas les gens, et c'est vrai, et tu le partages notamment dans Money Game, c'est que genre, tu le fais vraiment et tu as vraiment des fichiers, des checklists, des life management files. Grave. Où genre, tu regardes chaque domaine de ta vie et t'optimises tout. Genre, limite, t'es un ouf, hein, faut clairement le dire. Genre, tu peux expliquer un peu pourquoi tu mets en place justement ce tracking? Parce que souvent on met en place le tracking de ses finances, tu vois, mais pas de tous les domaines de sa vie. Pourquoi tu le fais? Et est-ce que du coup ça te fait découler des routines? Là quand tu me dis ouais, donc le jeudi c'est ma social night, etc. Genre tu as des routines pour un peu tout? Ouais, j'ai des routines pour un peu tout à fait. C'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, du level de... On a de l'eau, on n'a pas d'eau parce que j'ai oublié de prendre une bouteille. On a du mawashi. Ah ok, non mais là c'est autre chose. Alors, faisons un constat très simple. Dans la vie, si tu te concentres à... Enfin, pourquoi les gens, par exemple, ils ont un money management file pour traquer leurs finances. Ouais. Ok, d'accord? Donc ils veulent améliorer leurs finances. Mais si tu traques pas l'amélioration de ta vie, toi, au niveau perso, relationnel, give back, santé, tu connais pas tes métriques, tu connais pas tes trucs, tu traques pas, à un moment donné, tu vas avoir des problèmes. Okay. Donc comme pour moi, et d'ailleurs c'est un peu l'objectif de 7 domaines de vie où je disais vis ta vie en 7 dimensions, c'est parce que tout a un ripple effect. Si demain tu te concentres que sur les finances, mais tu travailles trop, tu fais pas de sport, ta santé va pas bien, etc., à un moment donné, tu vas clamser, donc tu vas perdre le game, tu vas quitter le game avant les autres. Donc faut que tu surveilles aussi ta santé. Mais à un moment donné, si tu as que la santé et que les finances, mais que tu es associable, tu vois personne, tu te coupes des potentiels partenariats, tu te coupes de potentiels aussi idées, tu te coupes aussi d'une vie sociale qui quand même est bonne, tu vois, love, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, l'amour, pour moi, drive aussi les gens et les êtres humains. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que le travail, il y a aussi passer du temps avec les bonnes personnes et kiffer sa life. C'est l'équilibre en fait. Oui, et passer du temps avec toi-même. Toi, je sais que par exemple, tous les dimanches ou tous les week-ends, tu fais beaucoup de sauts en parachute. Ouais. Je pense que ça te permet de te retrouver, tu as mis en place une routine et tu kiffes et tu as décidé que c'était quelque chose qui était bon pour toi à titre perso. Carrément. Donc tu le fais, tu le développes, etc. Donc moi j'estime que dans ces 7 domaines de vie là, tu dois avoir des metrics, donc j'appelle les 3 key metrics, hein. Ça vient d'Darren Hardy, hein. J'ai pas inventé la roue, c'est un de mes mentors qui a créé notamment l'effet cumulé, vie entrepreneur roller coaster, enfin voilà, il fait pas mal de choses. Et lui il parle d'avoir 3 key metrics et d'avoir des key improvements et d'avoir des key functions et d'avoir des choses et de le traquer et de se concentrer là-dessus. Et je pense que c'est intéressant que les gens se rendent compte dans ces domaines de vie là et
ça leur permet d'identifier où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller surtout. C'est pour ça qu'on fait un audit. Et c'est très dur d'être au top dans tous les domaines. Franchement, good luck. Et du coup, c'est quoi ta morning routine par exemple? J'ai posé la question, je sais pas si t'as vu dans Money Game, j'ai mis un post, justement, j'ai dit j'accueille bientôt Jean-Guillaume dans Business en bagnole, j'ai mis une photo de nous en vacances d'ailleurs, c'était rigolo. Et j'ai eu pas mal de questions, c'est souvent les mêmes. Regarde, par exemple, typiquement, on m'a dit c'est quoi sa morning routine? Genre, est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir la même? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une morning routine? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, je pense totalement que c'est important d'avoir une morning routine et une evening routine aussi pour set up ton cerveau et te mettre dans un bon train. Donc là, on parle du matin. Pas forcément tout le monde doit avoir la même, parce qu'il y a des gens qui sont plus du matin, des gens qui sont plus du soir, il y a des gens qui ont plus de temps le matin, moins de temps le matin, etc. Après, je suis quand même un bon avocat de wake up early. Ouais. Donc voilà, moi j'essaie de me lever vers 5h30, 6h, voilà, et d'arriver au sport. Donc ma morning routine, c'est quoi? J'essaie de me coucher vers 9h. 9h, 9h30, je m'endors. Ça, c'est pas le morning, ça. Non, mais du coup, ça set up le morning. Parce que du coup, je dors mes 7 heures et du coup, je me réveille à 5h, 5h30. Okay. L'ultimate morning routine que j'ai envie d'avoir, c'est me lever à 5h. Des fois, c'est 5h30, ça dépend, voilà. Mais bon, en gros, c'est je me lève tôt. J'ai calculé, je mets exactement 15 minutes pour me préparer. J'ai préparé toutes mes affaires la veille. Donc, j'ai plus qu'à monter dans ma voiture et faire 15 minutes de route pour aller à ma salle de sport. Okay. J'ai mon coach qui m'attend. Et là, j'ai je fais 5 minutes de cardio intense pour me set up bien aussi et me réveiller. Et ensuite, j'attaque muscu ou cardio pendant 5 jours dans la semaine et avec un coach. Ça m'aide aussi à avoir, tu vois, le côté accountability et être obligé d'y aller et puis il m'attend et puis voilà. Ça c'est bien aussi, c'est ceux qui se disent ah j'ai pas envie, etc. Si t'as quelqu'un qui t'attend, t'es obligé d'y aller, donc du coup ça et puis t'as payé en plus. Puis t'as payé, donc tu vas. Voilà, donc du coup tu finis vers 6h30. J'ai calculé aussi c'est 15 minutes pour prendre la douche là-bas directement. Je prends mes affaires, je me douche sur place du truc. Et ensuite 15 minutes après, je retourne au bureau et pendant ces 15 minutes-là, j'écoute un livre audio. Okay. Donc là, je suis en train de faire les 48 Laws of Power. C'est juste pour… Enfin, j'en fais une par jour quasiment. Donc ça, je le fais en arrivant. Et ensuite, en arrivant au boulot, je prends mes vitamines. Je prends un shaker de protéines. Okay. Et ensuite, je planifie ma journée en 10 minutes. Pareil, j'ai regardé, ça fait 10 minutes pour planifier ma journée, caler mes meetings, etc. Et là, ensuite, je lis. En général, pendant 30 minutes. Et ensuite, après, j'ai ma jam session number 1 qui est 1 heure, 1h30 sur les choses les plus importantes que je dois faire moi seul en production, si tu veux. Parce que si tu passes ta vie à commencer à lire tes mails, commencer à ouvrir tes WhatsApp, commencer à faire des meetings, etc., tu ne délivres pas de la production. Donc moi, la production, je la mets en tout premier. Et après, je commence à ouvrir mes mails, mes WhatsApp, etc. Okay. En gros, c'est ça ma morning routine. C'est marrant parce que j'ai encore eu d'autres questions et il y avait justement des gens qui disaient ça, qui disaient ok, moi j'arrive à set up mes objectifs, je sais que je dois faire tant d'argent ou je dois arriver tant dans ma vie ou je dois quitter mon travail ou peu importe les objectifs de chacun. Mais il y a plein de gens qui disent j'arrive pas à me mettre le cul à le faire, tu vois, je procrastine ou alors je suis trop lent, etc. Et je pense que faire des trucs comme ça, justement, avoir des hacks qui sont toujours les mêmes, avec une routine qui est toujours la même, te forcer à commencer ta journée par les trucs les plus importants, là où tu dois délivrer, etc. C'est tout simplement ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret de motivation, tu vois. Non, totalement. Et puis il y a des jours, tu n'as pas envie de te lever. Il y a des jours, tu n'as pas envie, mais le fait que tu aies l'habitude de le faire, je suis d'accord avec toi totalement. Ça te set up en fait pour ça. Et je le vois quand tu le fais pas après, ou quand tu te réveilles un peu plus tard, ou tu snoozes un peu, ou tu as des choses comme ça. Après, le lendemain, tu es fané en fait, parce que tu arrives plus tard au bureau, du coup, on te dérange, du coup, tu n'as pas fait ton truc, du coup. Et en fait, ça te recalibre tout le temps. Mais totalement, moi, j'y crois totalement à la morning routine et elle doit être bonne pour tout le monde, tu vois. Et du coup, la vision. Revenons sur la vision. Parce que tu me dis, les gens manquent de vision. Ouais, totalement. Pourquoi tu dis ça? Parce que les gens pensent trop petit, Yann. Ils pensent trop petit, ils sont… En fait, moi, je suis convaincu qu'on a tous un talent caché qu'il faut passer notre vie à essayer de découvrir, comme Steve Jobs il disait aussi. Et que si tu as un problème de motivation dans ta life, si tu n'arrives pas, tu passes ton temps à procrastiner, c'est que tu n'as pas encore trouvé ce qui t'anime et ce qui te motive à le faire de toi-même. Et je pense que chacun d'entre nous, on a un trigger, on a un déclencheur à trouver. Parce que la vie, elle est belle pour être vécue. À un moment donné, tu ne peux pas vivre en étant constamment pas heureux du travail que tu fais, de la femme ou de l'homme avec qui tu es, de tes potes que tu as, de ta situation financière. À un moment donné, si tout va mal, il faut que tu te remettes toi en question. On est d'accord ou pas? Donc, quand tu te remets en question, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie. Donc, il faut que tu aies quand même un peu de vision sur ce qui t'intéresse à avoir. Il faut que tu saches. En fait, on doit revenir à une question fondamentale. C'est who do you want to be? Qui est la personne que tu veux être? Et tu sais quoi, je te parie que tu poses la question. D'ailleurs, mettez-nous, je sais pas s'il y a un chat ou pas là. Ouais, il y a le commentaire. Dans les commentaires là, mettez-nous de manière très précise qui vous voulez être.
Tu veux être un entrepreneur, tu veux être un intrapreneur, tu veux faire du support, tu veux être un influenceur, tu veux être, tu veux être un sportif de haut niveau, tu veux être dans la vente, mais tu veux vendre du high ticket avec peu de personnes, par exemple être dans l'ultra luxe, dans l'immobilier, ou tu veux vendre justement plein d'appartements et faire du volume, tu veux vendre sur internet, tu vas acheter des noms de domaines et puis tu vas attendre et ensuite tu vois. Et comment tu veux faire ton argent. Et je pense que tant que tu n'as pas identifié qui tu veux être et comment tu veux te situer, et c'est pas la réponse, c'est pas je veux être entrepreneur parce que ça est en vogue, etc. On a besoin d'intrapreneurs, on a besoin de fonctions support, on a besoin. Et en fait, la question clé pour justement avoir de la vision, et après on va reparler un peu plus de la vision, mais surtout pour savoir qui tu veux être, c'est déjà d'identifier qu'est-ce que tu aimes et en fait comment tu arrives à te projeter et à y aller en fait. Parce que si demain tu as envie d'être un entrepreneur et de monter ta boîte, mais tu es cuisinier dans tu vois, depuis 10 ans, à un moment donné, tu n'es pas en adéquation avec ce que tu veux faire. Donc à un moment donné, je pense que la vraie question, c'est qui tu veux être et tu dois passer du temps. Tu es en train de me chipper mon... Je suis en train de prendre du mawashi parce que tu m'énerves. Je pense que je vais en prendre. Parce que tu n'es pas assez énervé. Ah ouais, bah alors ok. Parce que, Jean-Guillaume, on va pas se mentir. Maintenant, on va rentrer un peu dans les questions. On va parler un peu vrai parce que les gens, ils aiment bien. Je t'accompagne. Est-ce que les gens sont pas moyens? C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression, et j'en ai déjà parlé dans un podcast, moi j'appelle ça la malédiction de l'entrepreneur ou la malédiction du succès. C'est-à-dire que quand tu veux être un high performer, quand tu veux réussir, parce que on parle à ces gens sur cette chaîne YouTube, on parle aux gens qui veulent soit être entrepreneurs, soit faire des sous, peu importe comment d'ailleurs, soit se monter un patrimoine, etc. et qui, de base, doivent aller chercher un peu une performance meilleure que les autres. Toujours pareil, pour faire partie des 1%, il faut faire ce que font pas 99% des gens. Mais est-ce que quand tu es là ou quand tu es sur le chemin pour être là, t'as pas l'impression que tout le monde est moyen, que tout le monde manque de vision? Si. Et comment tu fais? Parce que ça rend fou, et on en parle tous les jours, tu vois, ça rend fou, et tous les jours on se dit putain. Et même quand on rencontre des entrepreneurs, même quand on rencontre des gens qui sont censés avoir de la vision, ils manquent de vision. Je vois à ce que tu fais référence. Mais oui, du coup ta question c'est quoi exactement? ma question c'est, est-ce que les gens sont pas moyens et est-ce qu'il y a une malédiction finalement? C'est-à-dire que quand tu veux performer, t'es pas condamné à avoir un maximum de gens qui te comprennent pas? Si. Ah ok, je vois là où tu veux en venir. En fait, il faut savoir un truc. Moi, les gens, des fois, ils disent que je suis un peu fou, tu vois. Je suis un peu fou, etc. Mais parce que justement, j'ai de la vision qu'ils n'arrivent pas à voir. Donc, si toi, tu as de la vision sur un truc que tu as envie de faire, et quand tu en parles aux gens, les gens, ils sont là, ils comprennent pas trop ce que tu veux faire, etc. Il faut pas que tu te laisses convaincre par eux que tu manques de vision par rapport à ce que tu as. Moi, je reste convaincu qu'on a des rêves, qu'on a des objectifs, qu'on a certains talents, et qu'à un moment donné, il y a des idées qui nous viennent. Et si elles nous viennent, elles sont là pour être révélées. Alors tu appelles ça l'univers, ce que tu veux. Si tu les as, c'est que tu es censé faire quelque chose avec. Et si tu le fais pas, c'est ta faute, c'est ta responsabilité en fait. Tu me suis ou pas? Donc, des fois c'est normal que quand toi tu as de la vision et il y a ton entourage qui n'arrive pas à la voir, c'est normal que les gens ils te comprennent pas. Mais c'est toujours par là que ça passe. Tu me suis? Et parfois c'est la famille, parfois c'est ta femme. Très parfois, souvent, c'est ta mère. de toute façon, je ne vois pas. À moi, oui, c'est sûr. Très souvent, c'est la famille. La famille, elle comprend pas. Mais c'est pas grave. Je leur en parle pas en fait. Je leur parle pas des trucs. Par contre, je me pointe à Noël, je les vois, je les appelle pour les, tu vois, anniversaire, etc. Mais des fois, tu dois aussi des fois te barrer pendant 1 an. Ouais. Et dire merde à tout le monde. Bosser sur ton truc. Et bosser sur ton truc, et deliver, et partir en event, et partir pendant un week-end. Et moi, je le fais 1 fois par an, quasiment. Je m'enferme, comme Bill Gates, qui le fait aussi 1 fois par an, bizarrement. Il se met, il lit des livres, et il processe. Et pendant 2 jours, il n'a pas de compte à rendre à personne, il est lui avec lui-même, et ça lui permet de créer, de progresser, de produire en fait, de poser sur papier aussi sa vision et avancer. Et de toute façon, quand tu fais des choses qui commencent à sortir un peu de l'ordinaire, tu vas te faire challenger par les autres, les gens vont pas te comprendre, les gens vont te critiquer au début, jusqu'à ce que tu délivres, puis après ils vont dire ah ben t'as de la chance, c'est grâce à toi, grâce à lui, on le savait de toute façon et tout. Toi, c'est pas et pareil. Les gens ils se renvoient, hein? Toi c'est pas pareil. Ouais non. T'as eu de la chance. Ouais voilà, toi c'est différent, tu vois, toi t'es né, t'avais les yeux bleus, tu vois, le truc débile, tu vois. D'ailleurs, tu crois à la chance, tu crois à l'univers, tu crois au destin, tu crois au hasard, tu crois à quoi? Je crois qu'il y a une part de chance, mais il y a une phrase qui vient de quelqu'un, je sais plus qui dit The harder I work, the luckier I get. Donc, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Plus je travaille, plus je deviens chanceux bizarrement. Ça j'y crois, mais à un moment donné aussi, je pense que le succès, si tu veux vraiment aller loin dans la vie et tu veux vraiment monter, à un moment donné, tu es obligé de passer par la case souffrance. Je pense que tu ne peux pas réussir sans souffrir. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est obligatoire. D'ailleurs, un de mes mentors qui s'appelle Patrick Bet-David, que j'aime beaucoup, il parlait d'un trifector qu'il a identifié auprès de gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup de succès. Notamment Tom Brady, qui
qui a été, tu vois, un quarterback, enfin qui est dans l'équipe football américaine, qui est, je crois, celui qui a gagné le plus de médailles ou de comment ils appellent ça là NFL, là, ouais, NFL, voilà, de championnat, etc. Et qui était pourtant quelqu'un qui était à la base pas le plus rapide, pas le plus fort, justement, maigre et compagnie, qui était complètement set up for failure dès le début. Et son mindset et tout ce qu'il a fait au niveau de travailler plus que les autres, plus fort, plus longtemps, d'identifier, de regarder les vidéos, de progresser, etc. Et lui, il te dit que pour réussir, tu as besoin d'avoir souffert. Et très souvent, tu as quelqu'un autour de toi, ça peut être ton père, ta mère, tes parents, etc. Où peu importe ce que tu fais, ça sera jamais assez. C'est jamais assez bien. Il te challengera toujours. Et tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, de toute façon, c'est jamais assez bien. Et ça te challenge à te surpasser, en fait. Et il parle de cette souffrance-là. Il parle aussi de connaître le unconditional love, donc l'amour inconditionnel. Ça peut être ta mère, ta grand-mère, etc. qui t'ont donné l'amour inconditionnel pour te montrer aussi ce que c'est, tu vois, d'avoir, etc. Et le troisième, je ne me rappelle plus. Mais en gros, attends, on a dévié là, non? On était où? On parlait de vision. On parlait de vision. Donc, et on parlait de succès et de souffrance. Et moi, je pense qu'il faut le savoir. Tiens, un truc intéressant, j'en parle aussi dans mon e-game, à un moment donné, c'est le pendule de Darren Hardy. Je sais pas si tu vois cet exemple que je donne des fois. Non, vas-y. Où en gros, il te prend le pendule et il te dit, tu vois un pendule, et il te dit, ben, si tu vas avoir un petit peu d'échecs, tu vas avoir un petit peu de succès. Si tu vas avoir beaucoup d'échecs, à un moment donné, le pendule va revenir et tu vas avoir beaucoup de succès. Ça, on l'enseigne aussi parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que toutes les merdes t'arrivent en même temps. Ça va pas au niveau famille, ça va pas, t'es en plein divorce, t'es en pleine séparation, le boulot c'est compliqué, t'as eu des gens qui sont barrés, etc. Et t'as l'impression que tout arrive d'un côté. Et c'est à ce moment-là où, comme tu le sais que t'es du côté du pendule, où t'es en échec, où t'as l'impression d'être en échec, et que c'est dur, et que t'es en pleine souffrance, c'est à ce moment-là où tu peux pas give up en fait. Donc moi j'ai un seul conseil à donner à tous les gens qui sont en souffrance entre guillemets, c'est never give up. Parce qu'à un moment donné, le pendule va jouer de l'autre côté si tu continues de travailler fort, si tu continues de travailler sur ta vision, si tu continues à te lever tôt, si tu continues à deliver. À un moment donné, ça va revenir et tu remercieras même les moments et les gens qui t'ont challengé. Moi, il y a des gens aujourd'hui que j'ai notés dans mes notes qui ne croient pas en moi sur certains domaines où je sais que j'ai une revanche à prendre avec eux et un jour, ils le verront bien. Et j'ai même noté qui sont ces gens, la date à laquelle ils m'ont dit ça et qu'est-ce qu'ils m'ont dit spécifiquement. Et ça me stimule. Parce que vois-tu, Yann, il y a 4 drivers. Vas-y. Il y a 4... Moi, j'appelle ça le c'est pour toi, pauvre con. Juste ce que tu viens de dire. Ah ouais? C'est mon réservoir à c'est pour toi, pauvre con. Vas-y. Je me rappelle d'un de mes chefs, notamment quand j'étais pompier, qui me faisait la visure, etc. Et j'avais la vision de ce qu'on allait faire aujourd'hui et de ce qu'on est devenu finalement. Ouais. Et je remplissais mon réservoir à c'est pour toi, pauvre con. Tu vois? Et ce réservoir là, il me fuel, c'est un peu okay. Tu vois, c'est mon essence. C'est ton essence, mais pour faire des trucs. Mais c'est fort ça. Mais tu vois, on va en revenir un petit peu avec ces 4 drivers qui sont des 4 types de motivation. Okay. Tu as des gens qui sont motivés par le lifestyle. Belle voiture, belle bagnole, belle maison. Enfin, belle voiture, belle bagnole, c'est la même chose. Belle maison, belle vacances, tu vois, ouais, lifestyle, avion. tu vois, genre lifestyle. Tu vois, genre je pars dans des pays cool, etc. Bref. Et quand tu l'as, ils sont motivés, c'est ce qui les anime. Okay. Deuxième, c'est advancement. Avoir une promotion, être reconnu, tu vois, apprendre, tout ça. Tu vois, ils évoluent, ils avancent, etc. C'est un deuxième driver. Troisième driver, c'est madness. C'est ce que tu es en train de dire. Madness. Okay. La folie, carrément. Les gens qui t'ont rendu fou. Les gens qui te rendent fou. Et ça te motive, en fait. Tu vois, ça te fuel, comme tu disais. Et le numéro 4, c'est le purpose. Okay. C'est le sense of, tu vois, tu as un accomplissement. Par exemple, nous, on a quand même un sense of purpose d'éduquer les gens financièrement. Ça fait partie quand même des, tu sais, les Nations Unies, là, les goals, je sais plus trop quoi, là, où on éduque. Non, mais c'est vrai, quand tu y réfléchis 2 secondes. Nous, aujourd'hui, on est là en train d'essayer d'élever le niveau d'éducation financière et j'ai même envie de dire mindset et performance pour que les gens gagnent plus, entrepreneuriat, tout ça. Et en fait, c'est bien, tu vois. Enfin, on n'est pas en train de vendre des clous, tu vois. On est en train d'essayer de stimuler, et c'est dur, tu vois, voilà. Et on est en train de le faire par démonstration, par formation, mais on le fait aussi nous-mêmes. Et je trouve que c'est cool parce que tu as beaucoup de gens qui commencent à former les autres quand ils sont déjà arrivés, tu sais. Tu sais, quand ils sont déjà tout en haut. Ouais. Et en fait, du coup, tu as un décalage total avec les gens qui se disent « Mais attends, mais toi, tu es déjà là-haut, qu'est-ce que tu vois, tu as déjà tout fait. » Nous, on est là, dans le process, depuis qu'on a démarré chez Green Bull, depuis 2017, Yann. Et même avant, putain, on partage ce qu'on fait au quotidien et on monte et on monte et on monte. Et ça permet aux gens aussi peut-être d'être assez proches d'eux, tu vois.
Je trouve ça cool. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. À part ça, je sais pas comment tu fais, mais tu gères très bien. De quoi? Bah, la voiture, tout, machin. Ah bah on fait oui, les attends, ronds, c'est un métier, monsieur. Tu parles, ouais, franchement. Là, on arrive, respect. tiens, regarde, avant que je te parle de ce que je voulais te dire, on arrive à Downtown. On arrive vers le Burj Khalifa, qui est le putain de... Bon, on le voit pas. On y arrive là, dans 2 minutes. Le putain de plus grand immeuble, même pas immeuble d'ailleurs, construction, tas de cailloux, construit par l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de construit par l'homme, de structure artificielle qui est plus grand que ça. C'est stylé quand même. C'est très stylé. Et c'est quoi ta vision sur Dubaï? UAE Pourquoi t'es là? is the new USA. Écoute, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Quand j'étais jeune, je rêvais d'aller aux US. Je rêvais Moi aussi, d'aller, d'être, tu vois, le D'être un rêve Américain. américain. Tu vois, Ouais, genre grave. le rêve américain. D'ailleurs, je pense que quand je m'exprime comme un Américain. Parce que moi, je me suis formé à l'américaine, avec des Américains. Enfin, tous mes mentors, c'est des Tony Robbins, des Les Brown, des Darren Hardy. Oui, puis tu lis tout en anglais, etc. Je lis tout en anglais, etc. Enfin, il n'y a aucun Français qui m'inspire, zéro. À part nous. Il y a très peu de gens en France qui m'inspirent, tu vois. À part Genre, mes associés. à part mes associés ou 2-3 personnes. Enfin, disons que voilà. Il y a des gens en France. Non, il y a des gens en France. Il y a quand même des des gens en il y a des France. Bernard Tapie, des mecs comme Non, ça. voilà, Mais en oui. effet, Mais si tu veux, il y a beaucoup plus d'Américains. moi, je vais chercher la source. Tu vois, un Elon Musk. Je l'étudie, tu vois. D'ailleurs, dans Money Game, j'ai fait les 88 leçons Ouais. qu'on Ça a dure pu 5 apprendre. heures ton putain de live. Ouais, hein, 3h30, 4h. 3h30, 4h. Mais les gens peuvent le découper, tu vois, t'es pas obligé de tout Bien sûr, taper bien d'un sûr. coup. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont écrit, qui m'ont dit Jean-Guillaume, ils m'ont envoyé des photos, ils m'ont dit regarde, on fait ça ce week-end, on le débrief à 2, à 3, on discute, etc. Et tu peux les appliquer. Mais bon, Juste bref. parenthèse pour ceux qui regardent, tu t'es tapé la biographie d'Elon Musk et t'en as sorti 88 leçons que t'as partagées. Ouais, j'en avais sorti 154 et je les ai réunis en 88 parce que c'est mon chiffre. Voilà. Et c'est comment nous on peut mettre en application avec du storytelling, avec ce qui s'est passé. C'est des faits, hein. C'est vraiment des faits. Et pour notre vie, tu vois. Demain, t'en mets 2, 3, 4, bah, ça va t'aider, tu vois, tant mieux. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi, c'est un Elon Musk qui m'inspire, c'est un, tu vois, un Patrick B. Davis, c'est des Steve Jobs, c'est des, voilà. Il y en a certains en France, attention, les gars, on est français, on est respecté, on est fiers d'être français, même si je suis pas fier de ce qui se passe en France, parce que des fois, je trouve que ça part un peu en vrille, sur plein de niveaux. On en parlera un jour de la politique, je pense. On va en parler aujourd'hui, t'inquiète pas. Ah ouais, on va en parler, ok. Mais en gros, attends, on a dévié là, on était sur Dubaï. Ouais, mais bon, Dubaï, on peut parler des deux sujets ensemble, hein, parce que on est capable de comparer. On est né en France, on a vécu en France, on vit à Dubaï, on retourne en France, on a encore des bureaux en France, on a notre maison mère en France. On adore la France, exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est que revenons à la base. Pourquoi les Dubaï? Et moi, je t'ai fait un parallèle avec les US. Ouais. Donc, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu avoir ce rêve américain, tu vois, de démarrer ma boîte, être entrepreneur, développer, que tout est possible, tu vois, la maison, la voiture, la femme, la famille, tout ça, c'est important. Et en fait, je me suis aperçu que les Émirats Arabes Unis, c'est les nouveaux USA. Ça veut dire quoi? Ici, on se sent en sécurité. Sécurité, pour moi, c'est numéro 1 d'une des raisons de pourquoi on est venu s'installer à Dubaï. En tout cas, je vais parler pour moi, tu vois. Pourquoi je suis venu m'installer à Dubaï, c'est parce que ici, tu vois, tu sors le soir, t'es tranquille, tu vois. T'as pas à penser, à réfléchir, etc. Donc le côté sécurité est vachement intéressant. Deuxième, bien évidemment, un environnement propice pour le business. Donc des avantages aussi, tu vois, fiscaux, taxes, etc. Bien évidemment. Administratifs. Énormément de gens riches. Voilà, des gens riches, business, mindset, vision. Je vais donner un exemple très concret. Quand on a voulu lever 70 millions pour pouvoir acheter des propriétés à Dubaï, parce qu'on a investi nous-mêmes, mais on a aussi dû lever des fonds avec des partenaires, on l'a fait en 30 jours ici. Jamais on aurait pu réaliser ça en France. Parce qu'ici, voilà, il se passe des choses, il y a des entrepreneurs qui viennent, etc. Bref, troisième truc aussi, un côté un peu lifestyle, tu vois. J'ai l'impression un peu le week-end qu'on peut partir un peu en vacances en restant ici. Donc ça, c'est assez cool, même si on bosse beaucoup. Et je sais pas, ils ont de la vision ici, quoi. 2040, vision, the happiest city in the world. Ils ont créé le ministère de happiness. Ouais, il y a un ministère, du bonheur. Du bonheur, t'imagines? Il y a un ministre du bonheur. Il y a un mec, son rôle, c'est de te rendre heureux. C'est quand même un truc de fou. Puis même au niveau de l'architecture, ils sont dans le futur sur plein de niveaux. Donc Dubaï, moi je dis que c'est très intéressant. Après, j'adore la France, j'adore l'Europe, j'adore plein d'endroits. Mais quand on a comparé où est-ce qu'on irait vivre, etc., tu vois, on s'est dit quand même Dubaï. Proximité aussi avec la France, tu vois, 6 heures, on peut y aller. Il y a plein de vols, etc. Et ici, pour moi, ils ont beaucoup de vision. Et tu vois, je vais dire un truc. Bon, moi je suis chrétien. Je suis catholique, même si aujourd'hui on vit dans un pays musulman, j'ai envie de te dire ici la tolérance tu le ressens, c'est-à-dire que tous les pays multiculturels ici, je veux dire ils partagent tout, tu vois, il y a l'appel à la prière même 5 fois par jour, etc. Mais c'est devenu en fait, je sais pas un lifestyle et je trouve que les gens sont respectueux ici. Parce qu'il y a un melting pot beaucoup plus important, parce qu'il y a 90% d'expats, toutes les religions, tous les gens, toutes les nationalités.
En fait, il y a des hindous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, etc. tout. Et donc forcément, il y a un respect. Et d'ailleurs, il est très fort dans la loi, ce respect, plus fort qu'en France, bizarrement. Hein. Je sais que les gens ont la vision de Dubaï quand ils sont jamais venus, qui est peut-être polarisée, moi aussi, avant de venir. Mais je trouve que ici, il y a genre des peines importantes. Si tu te moques, je sais pas, il y a un hindou qui fait sa prière, tu te fous de sa gueule. C'est pas comme en France, quoi. C'est pas, on va te dire, ah, c'est pas bien, c'est du racisme. Il y a des peines importantes, etc. Donc il y a un respect qui est plus important et aussi qui vient du fait que le melting pot, de toute façon, il est là, tout le monde est là. Donc voilà. Mais bon, après, je pense que il y a toujours, et il va y avoir encore dans les commentaires à chaque fois la guéguerre, ouais, Dubaï, machin, la France. Mais les gens se rendent pas compte de. Les gens souvent se rendent pas compte parce qu'ils sont pas venus. Ouais. Et aussi, ils ont pas vécu aussi. Parce que quand tu viens et tu passes une semaine, c'est pas la même chose que d'y vivre. Ouais, complètement. Non, mais je pense que surtout, il faut aussi pas se voiler la face sur le fait que n'importe où dans tous les pays du monde, il y a des avantages, des inconvénients. Exactement. Tu vois. Il y a des inconvénients d'être ici aussi. Il y a des inconvénients d'être ici. Il y a des avantages d'être ici, Exactement. comme si on était aux États-Unis, comme si on était en Amérique du Sud, Exactement. etc. Donc il faut savoir aussi, je pense que c'est la force d'un entrepreneur de savoir un peu picorer, prendre les bons côtés, changer d'avis, repartir, etc. Donc voilà, mais regarde quand même, ce putain de Burj Khalifa, est-ce qu'il n'y a pas de la vision? Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont construit ça, juste pour l'histoire, pour les gens qui nous regardent, là on est donc au centre-ville, à Downtown, il y avait que dalle. Là c'était un terrain militaire, ils ont dit viens on fait la plus grande tour du monde, et au fur et à mesure ils ont fait le reste du centre-ville. Ça commençait, il y avait quelques tours, etc. Mais quand vous regardez les photos de la construction, on vous en met quelques-uns dans le montage, c'était un putain de désert. Donc il fallait avoir en effet une vision, et on dit pas vision en mode être chaud, tu vois, être chaud de la j'allais dire être chaud de la bite, mais je vais pas le dire, mais je l'ai dit. Il fallait être, tu vois, on parle pas d'avoir beaucoup d'ambition, on parle aussi d'avoir un plan sur plusieurs années. Ouais. Ici les mecs ils réfléchissent à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, peut-être beaucoup plus loin qu'en France où bah il y a ce jeu de la politique gauche-droite, et tous les 5 ans ça change. Ici certes c'est un petit peu plus une famille royale qui est là à vie. Et après, c'est le descendant qui reprend, etc. Comme finalement en France, il y a 300-400 ans, enfin, pendant la royauté. Mais ça amène une stabilité. Et le mec peut réfléchir à 30 ans. Et il y a 30 ans, c'était le même gars qui décidait. Et donc, s'il est bon, alors s'il est nul, c'est un calvaire, mais s'il est bon, c'est pas mal. C'est clair. Bah, tu le vois bien ici, hein, comment ils ont développé en 50 ans. C'est un truc de fou. Ouais. La ville à 50 ans, ouais. Et puis ils sont en train encore de driver. Le pays à 50 ans. Ouais, le pays, et ils sont en train de. Enfin, le gars, il avait de la vision, quoi. Et ça continue, en fait. Et on parle toujours Dubaï, écolo et tout. Je crois que vous n'êtes pas prêts de savoir ce qui va se passer ici, d'un point de vue écologique. Ils sont en train de créer une forêt où ils ont investi je sais plus combien de milliards pour pouvoir planter des arbres, créer un espace, etc. pour diminuer Ils veulent devenir numéro 1 dans la température, etc. Non, franchement, ils veulent devenir comme quand ils font un truc, partout, ils veulent devenir numéro 1 à chaque fois. Exactement. Et donc ça drive en fait, tu vois, ça permet d'avoir la compétition. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite qui est en train d'essayer de monter aussi, de se caler un peu sur le domaine. Bon, eux, ils ont très en retard. Beaucoup de moyens, mais moi je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça drive aussi, tu vois, c'est ça aussi un pays. T'es visionnaire, il y a les gens autour de toi qui commencent à voir ce que tu fais, tu prends les bonnes décisions, donc on a envie de te suivre. C'est comme Elon Musk. Je peux pas revenir faire un parallèle, mais quand il a dit, oui, on peut. Bah tu sais quoi, je vais te parler d'un petit truc qui m'a choqué quand j'ai lu le livre. Il a sorti une stat. Lisez ce bouquin, il est trop bien en formation. Il a sorti une stat. En gros, si on captait en un jour l'énergie du soleil, grave. tu pourrais alimenter pendant une année tous les besoins énergétiques de la planète. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'énergie solaire a du sens de la capter, de le faire, etc. Alors après, il y a des gens qui critiquent, forcément, c'est normal, il y a les lobbyistes de toutes les boîtes, de toutes les sociétés automobiles, etc. qui vont venir. Mais le gars, il a eu de la vision, il a monté son truc d'électronique, de voitures électriques, etc. Et je peux dire que ça n'a pas été facile, hein, si vous lisez les bouquins ou vous regardez dans Money Game et vous regardez tout ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. Il a tellement révolutionné la voiture électrique que c'est le leader incontesté devant tout le monde, tu vois, largement. Et maintenant, c'est même, tu vois, Mercedes a pris des parts chez lui, donc Daimler a pris des parts aussi chez lui pour les batteries parce qu'il a développé des solutions innovantes. Il y a Toyota aussi qui est rentré au capital. Enfin voilà, il y a pas mal de boîtes qui sont rentrées après. Et en fait, quand tu es numéro 1, et c'est même lui qui le dit, hein, il disait que je pense qu'il n'y a personne qui va développer une gigafactory comment lui il est en train de le développer avant 6 ou 7 ans parce que les gens en fait sont en train de regarder si ça fonctionne, si ça marche. Et une fois que ça marche, et toi quand tu es first mover et que tu es le premier, ben en fait tu as 6-7 ans d'avance. Mais lui il est là en disant, mais il incite ses concurrents en fait à faire la même chose pour développer leur propre technologie pour qu'ils soient moins dépendants de lui et que ça crée une compétition positive. La compétition n'est pas que négative, tu vois. Donc on en revient à... Il a une super bonne vision d'ailleurs sur sa façon de voir la concurrence. Parce que Tesla, juste pour remettre le truc, donc il y a la voiture qui conduit tout seul, hein, le self-driving, tout le monde a déjà vu. Mais en fait, ces voitures sont bardées de capteurs et il y a tellement de Tesla sur le marché, beaucoup plus que d'autres voitures électriques, et elles sont tellement hyper connectées, etc. et bien foutues au niveau capteur parce que ça a été les first movers, qu'ils ont engrangé énormément de data.
énormément d'IA, de modèles qu'ils ont traînés, etc. Justement pour le self-driving, les self-driving capacity. Et en fait, maintenant il y a deux avenues. Cette data-là, soit il la garde pour lui, et en effet c'est le meilleur pilote automatique, etc. Ou soit il la fournit aux autres. Bon, il la vend, hein, bien sûr. Au passage, il fait un peu de chiffre d'affaires. Mais tu vois, il y avait vraiment les deux possibilités. Et dès le début, il a voulu ouvrir les datas, ouvrir le système. Donc, il y a possibilité aux autres entreprises d'utiliser, bien sûr, moyennant de la thune, hein, c'est pas gratuit, les datas qu'engrange Tesla pour faire apprendre ses voitures. Donc, sa vision est non seulement de faire une marque qui fracasse, voilà, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, mais aussi de faire monter toute l'industrie en fait avec lui. Exact. Pourquoi ? Parce qu'il a la vision, justement, encore une fois, de régler un problème. Exact. Et lui, il a dit, ok, je vais régler le problème des énergies fossiles, ou en tout cas aider, ou en tout cas balancer un peu mieux la part des voitures électriques dans le bordel. Et il a fait la même chose. Enfin, je sais pas si t'as vu. Vas-y. La fusée. Oui, SpaceX. SpaceX qui vient de rattraper une fusée. Enfin, je veux dire, déjà, il y a 10-15 ans, c'était impensable de faire se reposer un booster. Et là, maintenant, il l'attrape au vol. C'est la seule société privée, en fait, qui a été capable de concurrencer avec le gouvernement. C'est en train d'arriver maintenant. Et encore une fois, le New Space, tout le monde l'a suivi. Maintenant, il y a de plus en plus de sociétés privées. Ouais. Tu vois, il a encore déclenché un mouvement. C'est-à-dire qu'il révolutionne des industries entières. Et, si je peux me permettre, son objectif de vie, parce que lui, il a une mission de vie, donc il a de la vision. Lui, c'est uniquement de s'assurer que l'être humain va avoir une survie. La survie de l'humanité. Et du coup, qu'on devienne. Mission, hein. Ouais, sa grosse mission, c'est que on devienne en fait l'espèce humaine soit multiplanétaire. Exactement. Et c'est sa vision de base. Et along the way, il se fait un Tesla, il se fait un Solar City qu'il a internalisé maintenant avec Tesla OpenAI, hein, faut juste pas oublier. OpenAI. Et attends, il a un peu de vision. Parlons de Twitter quand même. Ouais. Il a juste acheté pour 44 milliards Twitter pour libérer le free speech. D'ailleurs, il y a eu un article qui est paru aussi où depuis qu'il a repris les rênes de Twitter, la boîte a perdu, je crois que c'est 600 millions par rapport à l'année d'avant, parce que justement, il a modifié les algorithmes pour éviter, tu vois, tout ce qui est free speech, etc. Ouais. Donc il est quand même assez driven, tu vois, comme personne. À fond. Et bien sûr, hard work, 7 jours sur 7, machin. Avoir une mission. Et le mec a 6 gosses maintenant. Il en avait 5. Non, il en a 11. 11. Je crois qu'il en a 11. Au moment de la biographie, il en a 5 justement. Je crois qu'il en a 11 en tout. Genre, je vais demander à ChatGPT. C'est toi qui m'as rendu addict, hein. Non, franchement, attends. Je veux te remercier en public. Je te remercie en public d'avoir organisé un board de rentrée en septembre où tu es rentré en disant, les gars, il se passe un truc de fou dans l'IA. Bien sûr, je sais que tu t'es dessus toi depuis bien avant, mais moi aussi, je regardais. Mais tu nous as quand même boosté et tu m'as motivé à titre perso. Et depuis, j'utilise tous les jours. Mais oui, c'est un truc de fou. En fait, je suis arrivé et j'ai dit, il est impossible. Donc, je te remercie en public. Merci à toi. Il y en a de la vision pour le coup. Mais je suis arrivé et faites-le aussi dans vos sociétés pour ceux qui ont conscience déjà, qui utilisent l'IA au quotidien, mais quand la boîte l'utilise pas. Je suis arrivé, je dis ok, il est impensable que dans cette boîte, les collaborateurs ou associés ou tout le monde qui bosse ici n'utilise pas l'IA au quotidien. Et on gagne un temps fou. Non, grave. C'est fou. D'ailleurs, on va faire des trucs en IA, je pense. Non, mais genre, ils sont pas au courant, mais on a 11 enfants. 11 enfants. 11 enfants. 11 enfants. 11 enfants. Donc le mec, tu vois, en fait, la vision n'est pas incompatible. X. X. Ouais, par contre, bon, après, sur le choix des prénoms. Mais tu vois comme quoi, une vision, une mission de vie immense, genre de sauver l'humanité, n'est pas incompatible avec gagner de l'argent, devenir le plus riche du monde, à se tirer la bourre tout le temps au classement. Ouais, enfin, il va être, à mon avis, l'homme le trilliardaire avant tout le monde, je pense. C'est annoncé d'après des statistiques. Très, très probable. 2027, ils ont dit. Ah bah, attends, à la vitesse de l'exponentielle du bordel. Pardon, vas-y. Donc, devenir le plus riche du monde, avoir plein de boîtes qui sont très différentes, avoir des gamins. Et complémentaires. Avoir des gamins, aussi, il est très fort en relations médias. Oui, certes, il est bizarre quand il parle, etc., mais il est extrêmement malin. Après, niveau relationnel, familial et tout, il passe quand même pas assez de temps avec ses enfants, pas à mon goût. Évidemment. Il a quand même eu quelques petits trucs et tout. Non, mais il est pas parfait, hein. On n'est pas en train de dire qu'il est parfait, justement. Parfait. Mais sur plusieurs domaines, Mais sur plusieurs domaines, il a cassé le game. On est d'accord ou pas? Mais regarde, c'est toujours pareil. Moi, j'appelle ça les vases, toi, t'appelles ça les domaines de vie. Mais en fait, quand tu veux révolutionner un truc à son niveau, tu vois, c'est-à-dire que nous, on est vraiment des crottes de chien à côté, tu vois. Ou vraiment, lui, on parle de... Pour le moment, Yann Darwin. C'est vrai, t'as raison. On parle de... Lui, il change le monde vraiment au niveau global. C'est-à-dire, il change la planète. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il change la vie de certaines personnes. C'est pas, il change la planète. Tu vois, il vend pas des cure-dents. Forcément qu'il y a des sacrifices. Forcément que oui, il passe pas assez de gens et pas assez de temps avec ses enfants, etc. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, petite anecdote, vu qu'on parle de lui, vite fait, pour vous montrer à quel point des fois tous les problèmes peuvent arriver en même temps.
Premier enfant, je crois que c'était après quelques mois, il perd malheureusement son premier enfant. Oui. Et du coup, ça l'a. Et il en a plus trop parlé après, etc. Ça a été assez compliqué, mais ça a été hyper dur, vous imaginez bien. Et c'est arrivé, je crois, le lendemain ou juste après qu'il ait eu la réponse comme quoi il allait se faire racheter par PayPal pour 1 milliard et quelques. Donc lui, il encaisse plusieurs centaines de millions. Il a pris 300 millions, je crois. Tout est dans Money Game, on en reparle. Mais et juste après, il perd son fils, tu vois. Je crois que c'était un fils aîné. Et du coup, en fait, ça s'arrête jamais la souffrance. À un moment donné, tu crois que tu as gagné, tu crois que tu es arrivé, mais en fait, t'es jamais arrivé en fait. Tu as toujours des problèmes qui sont encore plus gros et encore plus si. Tu vois, SpaceX, 3e lancement, s'il réussissait pas le 4e lancement, la boîte faisait faillite. Et du coup, il a quand même poussé parce que justement, il a étudié ses probabilités de réussir. Il a dit là, c'est bon, ça va passer. C'est passé. Et puis, il a eu un contrat avec la NASA pour 1,6 milliard, je crois. Donc ça l'a sauvé. Et ça l'a sauvé du truc. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas de vision, tu vas pas en fait jusqu'au 4e lancement. Tu t'arrêtes avant, tu as give up et tu passes pour une failure, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, hein, c'est dur. C'est pas facile. Je reviens sur la France parce qu'on parle un peu de la France. Il y a une question que j'aime bien poser maintenant dans Business en bagnole, c'est si toi, tu étais président de la République ou même pas président de la République, empereur. C'est-à-dire que vraiment, d'accord. Le premier qui crâne, tu le guillotines, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu ferais? Genre, ça serait quoi ta première année de décision? Tu peux faire vraiment ce que tu veux, t'es empereur. Hein. T'es pas genre, t'as l'armée, t'as tout ce que tu veux. Tu fais quoi? J'investirais déjà une grosse partie dans tout ce qui est armée. Parce qu'à un moment donné, la France est une puissance à la base économique très importante, mais elle n'investit pas autant que les US ou que la Russie ou que la Chine dans l'armement. Et je pense que pour opérer d'un point de vue sur la scène internationale, la sécurité, pour moi, c'est number one. Et tu peux pas te dépendre et te dire, ah, de toute façon, les Américains, ils vont nous défendre et ils vont, eux, investir sur tu vois, tout ça pour pouvoir, si demain il y a un problème, il faut que tu sois capable de riposter. Donc c'est quand même important de investir. Donc en mode dissuasion. En mode, ouais, plus dissuasion et en mode be ready, s'il y a besoin d'être là, on est là, tu vois. Okay. Ça c'est important, parce que sinon après, c'est quoi ton leverage? Donc il y a ça. Numéro 2, bien évidemment, les taxes. Je veux dire, faut arrêter de penser que les entrepreneurs ou les gens qui créent de l'emploi, qui gagnent, qui créent plein de choses, ils vont payer plus de 50% d'impôts, ils ont envie de se casser. Donc en fait, et pas qu'au UAE, hein. Ils se partent aux États-Unis, ils se partent en Australie. Globalement, n'importe où. Partout. Parce que globalement, c'est moins cher partout. Donc je pense qu'à un moment donné, le sujet de la taxe, il est là, tu vois. Moi, j'ai pas de problème à payer des impôts. J'ai pas de problème à, justement, si je suis empereur, moi je veux quand même récupérer aussi un peu d'argent. Mais à un moment donné, il faut être relatif. T'as envie que les talents ils se barrent ou ils restent? T'as vu que là, juste parenthèse, il y a la commission des finances qui vient de voter. Donc la loi est pas encore passée. Hein. Donc c'est d'abord la commission des finances qui donne son avis, après Sénat, Assemblée, etc. Mais là, la commission des finances a donné son accord pour passer la taxe de 30 à 33. Ah, j'ai vu. Et sur les hauts revenus, 37,5. Ça, première chose. Deuxième chose, ils sont en train de parler de taxer l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Alors ça parle qu'il y aurait une limite de 5 ans de détention pour être exonéré au lieu de 0 aujourd'hui. Ça parle de taxer les Français partout dans le monde, un peu sur le modèle américain. Ah oui. Tu penses quoi de tous ces trucs-là? Moi, je pense qu'ils essayent de compenser une inefficacité qui est bien ancrée dans la gestion du pays par l'augmentation de ces taxes-là, parce que c'est là-dessus où ils pensent qu'ils vont faire leur différence. Mais en fait, le problème de fond est toujours là, il sera toujours là, en fait, même après ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a un gros besoin de transformation radicale de modèle avec des choses qui ont du sens. Et je pense, et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi dans la biographie d'Elon Musk à la toute fin, Larry Page, qui donne un commentaire aussi très intéressant, et je le rejoins beaucoup, qui dit que d'un point de vue société, on ne répond pas aux problèmes qui sont importants et que les politiciens devraient... Larry Page, c'est le fondateur de... Non, c'est Oracle. Larry Page, Oracle. C'est qui Google? Sergey Brin et l'autre. Larry Page, c'est Oracle. Donc bien sûr milliardaire, etc. Et je le rejoins totalement, et il disait que les politiciens gagneraient à avoir une expérience entrepreneuriale de gestion de pays, etc. etc. Parce qu'en fait, si aujourd'hui tu n'as pas géré une entreprise... Moi je pense qu'il faut, comme Dubaï, comme les Émirats Arabes Unis, il faut gérer un pays comme un business. On en est loin. Et on en est très loin. On en est loin. Mais un business avec bien sûr des fonctions, tu vois, positives, etc. Tu vois, bien sûr, moi je suis pour aussi une partie sociale, etc. Il ne s'agit pas de retransformer tout, mais il faut être logique. Il faut être logique. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours en train de courir après des hausses d'impôts en France, parce que c'est vraiment la spécialité, au lieu de juste regarder où va l'argent. C'est ça qui est fou. Ouais, il y a ça aussi. Parce qu'on parle en milliards, en centaines de milliards de recettes fiscales, tout confondu, et on regarde jamais où va l'argent. En fait, on ne questionne jamais les politiques sur précisément, ok, c'est quoi le budget de l'État, où va l'argent. Ils sont pas accountable. Ok, tu peux trouver si tu cherches le budget de l'État, tu comprends rien, c'est de la compta, c'est opaque. Il n'y a pas
un politique ou le président de la République ou le Premier ministre, je sais pas, peut-être une fois par an, tu vois, quand il fait son discours là de bonne année, au lieu de dire bonne année, mes chers concitoyens, il pourrait dire ok, voilà le bilan là, voilà ce qu'on a dépensé, là on a été bon, là on était pas bon, l'an prochain on va faire. Tu vois, c'est pas du tout géré d'une façon propre, enfin jamais. La France c'est une entreprise, elle a fait faillite depuis longtemps quoi. Bah là, je sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est toi, je sais plus qui m'a dit que on vient de dépasser la dette. Oui, la dette est... La Grèce. Oui. Je crois que c'est ça. Non, ouais, enfin... Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Disons qu'au niveau du coût de la dette, on commence à avoir des soubresauts de ce qu'était la Grèce pendant la crise et ça ressemble à... Ça commence à se ressembler. Et au niveau des prêteurs, surtout sur la scène internationale, il faut comprendre que schématiquement, pour expliquer très rapidement, les pays empruntent aux investisseurs. Voilà. Gros investisseurs institutionnels. Donc c'est la dette des pays tout simplement en obligation. Et en gros, plus un pays est bien vu et stable, plus il est bien noté, moins il emprunte cher. Donc très facilement, il peut se financer. Et en effet, il s'en fout un peu d'avoir de la dette, parce que s'il lui faut 35 milliards pour financer un truc, il va sur les marchés financiers, il dit voilà, hop, obligation, 3%, et il emprunte 35 milliards. Mais le problème, c'est que plus le pays est mal géré, plus cette dette coûte cher, parce que les investisseurs, ils disent ok, je te prête 35 milliards, mais c'est plus 3%, c'est 5%, parce que c'est plus risqué, et ainsi de suite. Et là, en effet, on commence à voir tout doucement une France qui est de moins en moins bien vue par les investisseurs, alors qu'elle était bien vue depuis toujours. Ça a toujours été un pays très solide, une des premières économies du monde. C'est pas encore la guerre, mais il y a des signes qui puent, quoi. Et le problème, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux. C'est un sujet qui est très, très compliqué. Et on a je pense pas la prétention de le régler. On gagnerait à avoir un président de la République qui soit plus entrepreneur et qui ait déjà géré des business et qu'on en fait des succès. Et qui est parce qu'à un moment donné, quand tu dois couper, tu dois couper. Quand tu dois investir, tu dois investir. Quand tu dois... tu vois, moi, c'est ça ma philosophie. D'ailleurs, un jour, j'ai voulu être président de la République. Ouais, tu te présentes. Je vais pas en parler maintenant. C'est quoi le nom de ton parti? Non, mais je pense que je pense pas que j'irai finalement parce qu'il y a trop de lobbying, il y a trop de trucs, etc. Et je préfère changer via l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, on pourrait être consultant, tu vois, et les aider, leur donner des idées, tu vois, leur donner notre point de vue en tout cas, et après ils font ce qu'ils veulent. Moi, pour avoir vu le système de l'intérieur à un tout petit niveau, très loin des arcanes du pouvoir de Paris, mais quand même d'un peu comprendre ce qui fait, comment ça se passe, je te jure qu'en fait, c'est même pas un problème de décision. Je suis sûr qu'il y a des gens smart, enfin je veux dire, t'arrives pas président de la République en étant un débile, mais c'est juste que... Quoi qu'il y en a un, j'ai eu un gros doute quand même, sur un très gros doute. Le système est tellement pourri de l'intérieur par un sandwich sans fin de petits chefs, fonctionnaires, apparatchiks, à tous les niveaux, départemental, régional, etc., que tu ne peux rien changer. C'est même pas, c'est vraiment la résistance au changement, tu vois. Même si le président de la République aujourd'hui, il a pas un pouvoir très important. Hein. Demain, il dit je veux faire ça. Ouais, ça passe par 25 personnes. Non mais ouais, et puis ça passe par des votes, et puis ça passe par le parti d'en face qui a aussi ses copains, etc. Et en fait, on est dans un système qui est très figé. Et aujourd'hui, pour le faire changer, complicado. Rien ne vaut une bonne monarchie. Non, je plaisante. Je suis très pour la démocratie. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est compliqué. Tous les systèmes. Et c'était un cul-de-sac. Là, je pensais qu'il y avait une rue, tu vois. Mais ce n'est pas grave. Tu vois, je suis pas encore très fort en Dubaï, entouré de verdure et de sable. Entouré de potentiel ici. Le sable, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Parfois, juste pour terminer sur le sujet Dubaï, pour clôturer, des gens me disent ouais, mais Dubaï. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Et puis, c'est une aberration. Ils ont construit une ville au milieu du désert. Et en fait, je voudrais juste faire comprendre, sans rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien. Juste que ces gens, au départ, qui n'étaient pas très nombreux, et qui se sont dit, viens, au début, 7 tribus qui se réunissent ensemble, en gros, c'est ça, hein, pour faire un pays. Tout leur pays est un désert, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était la France, tu vois, on a des paysages incroyables, c'est jamais les mêmes, et ça. Là, tout le pays, c'est un désert. Donc, au bout d'un moment, tu veux développer. Bah oui, tu vas développer dans le désert. Tu me donnes 2 idées là que j'ai envie de partager. Tu te rappelles quand on jouait à Risk, quand on était jeune? Ouais, grave. Ok, Risk. Vous l'avez vu le... Avec les petites étoiles. Ouais, les petites étoiles et tout. Ouais. Et à un moment donné, tu démarres, et puis on est 5 joueurs, ou peu importe, et puis t'es affecté à des territoires. Ouais. Mais si ton territoire c'est un désert, c'est de la merde. Si ton territoire c'est un désert, tu te démerdes. T'es obligé de construire autour de ton jeu. Ouais. Donc dans la vie, il faut construire autour de son jeu. Donc c'est pas genre ouais mais regarde, eux ils ont un désert et tout. Mais si t'es né dans un désert, tu vas faire quoi? Tu vas te barrer en fait, ou tu vas construire là où t'es. Et regarde qu'est-ce qui se passe. La France, pays numéro 1 au monde en termes de tourisme. Ouais. Et magnifique. Des paysages de malade. Incroyable. On a un potentiel en France. On devrait casser tout le game. Le luxe à la française, c'est nous. Mec, on a des falaises, on a des plages, on a la des gastronomie, montagnes, on a la mer, on a c'est l'océan, nous. on a tout. On a tout carrément. Le sud de la France, Paris, la ville la plus belle du monde pour certains, etc. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Et on est là, on va se gâcher pour une question de mauvaise gestion. Franchement, moi, ça me crève un peu le cœur. Tout ça pour dire que tu dois construire autour de ton jeu. Et quand tu as ton paramètre de jeu qui est un désert,
et ben good luck, et tu fais avec ce que tu as, et après tu essaies d'améliorer et tu peaufines, tu vois. Donc voilà. On va fermer le sujet Dubaï, France. Je veux te parler d'un autre. Sans transition. J'ai pas assez parlé de vision, je trouve. Ah bah alors tu vas pouvoir parler de vision. Non mais après, vas-y. On a un autre sujet, pareil, question Money Game. On a beaucoup et c'est le cas aussi de beaucoup de gens qui nous regardent, de gens qui sont libéraux, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, tous ces métiers-là, ils sont pas très scalables. C'est-à-dire que tu vends ton compte de l'argent. Je veux dire, par exemple, t'es médecin, tu peux voir dans la journée peut-être 15, 20 patients, je sais pas combien, et voilà, ta journée elle est finie. À moins que tu travailles 2 heures de plus, t'en vois peut-être 5 de plus, ou je ne sais pas combien, mais ton temps est très corrélé à ton argent, ton métier est pas scalable. Tu peux pas embaucher une secrétaire pour faire ton travail parce que toi t'es médecin. Donc il faut que à la rigueur tu peux embaucher un autre médecin, mais c'est pareil. Son temps, le résultat est toujours corrélé à son temps. Et il y a plein d'autres métiers, pas que les libéraux d'ailleurs, qui sont pas scalables, où vraiment c'est toi quoi. Je pense, je sais pas moi, un mec qui écrirait des textes, tu vois, qui écrit des livres, ou qui est copywriter, bon même si maintenant ils sont tous inexistants avec l'IA, mais bon en tout cas ils vont l'être, donc trouvez vite un autre métier. Voilà, tous ces métiers qui sont pas scalables, et on a beaucoup de questions, on en a eu dans Money Game. Comment tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pour scaler un métier qui est non scalable? Eh ben, je me transformerai en business owner. Ce qui veut dire que, par exemple, prenons le cas de dentiste. À un moment donné, tu as des dentistes, ils ont le choix en restant dentiste ou en montant un cabinet, et puis ils recrutent des dentistes qui vont travailler aussi pour eux, et lui, ça lui permet de faire ça. Après, tu as 2 types de business, pour moi, enfin 2 gens. T'as les gens qui kiffent ce qu'ils font et ils ont envie de le faire. Et t'as des gens, ils le font par défaut et ils aimeraient faire autre chose. Donc si t'es dans la position de putain mais moi je suis un ostéopathe, je kiffe soigner les gens, ça me rend heureux, ça de les débloquer, etc., de le faire, bah tu peux très bien monter un business d'ostéo en recrutant aussi d'autres ostéos et en devenant un peu la référence dans ton domaine et en continuant de développer. Alors je sais qu'il y a des questions de quotas et que t'es limité, etc. Peut-être ostéo c'est pas le bon exemple, mais je parle de manière générale. Tu peux très bien t'associer avec des gens et créer des choses et des business. Et continuer de le faire si tu as envie de le faire. Et puis si tu n'as pas envie, bah, tu peux te remove de l'équation et faire autre chose. Tu as toujours des gens que tu peux embaucher et développer. Tu vois. Je vais te donner un exemple très précis. Docteur Oz, je crois qu'il s'appelle. C'est un médecin chirurgien spécialisé dans le cœur. Il était limité. Et puis Darren Hardy l'a interviewé. Et il disait mais comment tu fais toi en tant que docteur pour faire, je crois il fait plus de 300 opérations à cœur ouvert dans l'année, alors il fait plus d'opérations qu'il y a de jours dans l'année. Il run une non-profit et il a un TV show. Comment tu fais en fait? Eh bien en fait lui son secret c'était d'être spécialisé sur un truc bien précis. Donc par exemple, tu prends un docteur qui est chirurgien qui doit opérer à cœur ouvert. Il s'est spécialisé dans un type d'opération. Mais c'est pas par exemple lui en tant que docteur qui vient, qui prépare la salle, qui ouvre la cavité, qui va ouvrir le corps, etc., qui va faire ça. Lui, il va venir, il va se pointer juste pendant, je sais pas moi, 30 minutes, je dis n'importe quoi, pour venir opérer ce qui a déjà été préparé par d'autres médecins, d'autres infirmiers, d'autres personnes là-dessus. Et il s'est spécialisé là-dedans et c'est ce qui lui a permis de gagner du temps. Parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, on a 24 heures dans une journée, ton temps est limité. Et puis, il est devenu spécialisé là-dedans. Et en parallèle, il a monté un show. Dans le show télévisé, c'est pas lui qui fait le montage, qui fait tous les trucs, etc. Il vient, il se pointe et il délivre. Il fait son content. Pareil pour son non-profit. Il a des gens aussi qui bossent, etc. À un moment donné, tu es obligé de t'entourer de personnes pour pouvoir scaler. Il faut le faire de manière très stratégique. Et il faut d'abord, donc en fait, mon conseil numéro 1, c'est de te spécialiser dans quelque chose où toi, tu es le number 1. Je dis n'importe quoi. Demain, tu es ostéo, tu es le roi du dos. Focus-toi que sur le dos et tu fais que ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un peu dans tu fais ton marketing autour de ça, etc. Voilà. Et tu t'entoures de bonnes personnes pour scaler. J'ai un exemple qui est le même que toi, un très bon pote à moi, un ami d'enfance qui est médecin, allergologue, je le salue. Pareil, c'est même pas qu'il s'est spécialisé, c'est qu'il a optimiser toutes les étapes. C'est-à-dire que, je sais pas, dans la journée, il peut voir 20 personnes, sauf que là, il a mis une secrétaire qui prépare le truc, qui prend tous les papiers, qui remplit le questionnaire qui va bien, qui commence à préparer, faire le bras, les piqûres, qui commence à préparer le truc. Lui, il arrive, il passe, je sais pas, 2 minutes, il dit bonjour, ok, tac, 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 off, il fait vraiment la tâche que le médecin, lui seul, peut faire, il se barre. Parfait. Il va dans la salle d'à côté, il y a déjà un patient qui est prêt. Ouais. Tac, 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 tac. Exactement. Et en fait, beaucoup plus. Il en fait beaucoup plus. Et donc, il a vraiment atteint son maximum, mais qui était 2 à 3 fois supérieur à avant, tu vois. Et tu vois, c'est un business qui est pas scalable, qu'il a quand même réussi à scaler. Après, il y a une deuxième solution, et peut-être qu'il le fera, j'espère qu'il le fera. D'ailleurs, il est aussi en train de le faire. On en avait parlé ensemble, mais tous les gens qui nous écoutent peuvent le faire. C'est-à-dire, c'est tout simplement de trouver de la fonction support sur ce métier-là. C'est-à-dire, ok, t'es médecin, t'es infirmier, t'es machin, monte ton cabinet, mais monte ton cabinet pas forcément en embauchant d'autres professionnels, mais par exemple en leur proposant des services. Monte une maison de santé, et puis elle est super bien faite parce qu'il y a un généraliste, il y a un allergologue, il y a une infirmière, il y a machin, il y a truc, et tu les fais venir et ils te payent un loyer tout simplement. Et donc t'as juste pris les business et ton réseau professionnel, etc. T'as rassemblé tout le monde sous le même toit, tout le monde te paye un loyer et toi tu fournis simplement un bâtiment, quoi. Donc c'est quand même possible de scaler autour d'un jeu qui est difficilement scalable. Et comme tu l'as dit, c'est ce qui fait très très souvent chier tout le monde,
c'est la mise en place de process et de procédures et d'automation et de se poser et de mettre en place ces choses-là. Parce que ça, en fait, c'est la clé pour scaler. Et à un moment donné, tu es obligé de le faire. Soit tu continues à faire ton artisan et à y aller au feeling et puis, tu vois, et puis tu vas pas produire autant. Ouais, clairement. Donc, faut que tu te poses pour mettre des systèmes en place et des process comme il l'a fait lui et tu peux le dupliquer dans ton business. Énormément de gens sont dans la routine, c'est normal parce que quand t'es, si Tête dans le guidon. T'es libéral, t'es installé, tête dans le guidon et en fait c'est ça. Et en fait il va falloir accepter de prendre un pas de recul, de travailler moins. Je sais pas, t'es médecin, t'es full, tu vois 30 patients par jour, t'en refuses, t'es les déserts médicaux en France, pas assez de médecins, etc. Donc t'es à fond. Mais si tu veux mettre en place les process, mettre en place le truc, je sais pas, une maison de santé, peu importe, il va falloir que tu prennes un pas de recul. Ouais. Et donc peut-être tu te libères 2 heures chaque jour, ce qui va te faire baisser ton revenu, ce qui va te faire baisser éventuellement ta satisfaction de tes patients, etc. Mais t'as pas le choix. Ouais, mais à un moment donné, c'est pour revenir plus fort, tu vois. Ouais, complètement. Donc si tu le fais. Prendre du recul, c'est aussi un très bon conseil aussi. Et c'est pour ça que moi je conseille aux gens de le faire peut-être même le week-end pour démarrer, ou même entre midi et deux si ils prennent trop de pauses, pour pouvoir se poser la question et prendre justement ce recul nécessaire pour voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et on en revient à who do you want to be. J'ai eu aussi, et on va revenir sur la vision, parce que tu voulais encore parler de vision, donc c'est très bien, des gens qui m'ont demandé, JG, Yes. comment tu fais pour passer au-delà des croyances limitantes? Il y a des croyances qui n'ont pas d'arriver. Ça va être dur, ça va être fatigant, ça va être matin, midi et soir, le week-end. Des fois tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent. C'est dangereux, t'as un enfant, t'as un travail, t'es full, tu t'es cassé le pied, t'as mal au dos. Comment tu fais pour passer ces croyances limites? On en revient au mindset, on en revient à l'inspiration qu'on peut récupérer chez les autres. Et quand vous vous amusez à lire des biographies sur des gens où ils passent par les mêmes étapes que vous, bah vous savez qu'il ne faut pas give up et que ça fait partie du process. Vous pouvez aussi vous faire conseiller par des mentors, par des coachs. Vous pouvez en fait être entouré des bonnes personnes qui vont vous stimuler et en fait vous faire rassurer qu'en fait là où vous êtes finalement c'est pas si grave et c'est pas si pire que ça, il y a pire que vous. Donc c'est de la technique peut-être de relativisation. Tu vois, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et puis tu as aussi le fait qu'à partir du moment donné où tu sais que ça fait partie du process, pour moi je suis beaucoup plus cool avec ça. Et puis ne pas oublier que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Tu peux aussi t'octroyer de prendre plus de temps que prévu pour finaliser et aller plus loin. J'aime bien la quote de Bill Gates qui dit très souvent les gens ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Parce qu'en fait tu as un plan d'action qui est sur 2 ans où tu t'es mis la barre qui est tellement haute, c'est bien, hein, ça te stimule. Peut-être que tu as besoin de plus de temps que prévu, peut-être que tu as besoin d'un partenaire, peut-être que tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes aussi. Peut-être que justement tu fais trop toi tout seul et tu as besoin de trouver un associé qui te permet d'aller au next level. Tu vois ce que je veux dire? Et après, si tu es vraiment dans le dur, comment tu fais pour t'enlever tes croyances limitantes? Bah, c'est parce que, franchement, Yann, je sais pas, moi, il faut que tu rentres dans des cercles qui te permettent de les éliminer en étant entourant d'autres personnes. Tu peux rejoindre Voir des gens qui le font tous les jours. Bah ouais, franchement, ça inspire. Enfin, je veux dire, si tu parles avec des gens qui ont des plus gros problématiques que toi à résoudre et qui arrivent, ça devrait être suffisant pour te limiter, te dire, bah bon, j'y vais, tu vois. T'as aussi le fait de se poser et de se dire comment je vais pouvoir passer à cette prochaine étape. Ah oui, il y a aussi un truc qui est très important. Pour moi, dans la vie, il y a du séquencing. Okay. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses dans la vie, mais tu as une question de séquence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on parle de next 5 move, next 15 move. C'est que dans la vie, toi, des fois, peut-être tu veux faire le move numéro 2 avant le move... Enfin, tu veux faire le move numéro 10 avant le move numéro 2, en fait. Ouais. Et du coup, tu te brûles les ailes. Parce que c'est juste plus excitant, parce que c'est juste... Tu penses que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais si tu n'es pas précis sur tes séquences et sur tes next moves, tu vois, comme il donnait un parallèle des masters, des grands masters joueurs d'échecs. Un débutant, un amateur, il a 1 move, 2 moves d'avance. Puis après, tu te professionnalises, tu as 3 moves, 5 moves. Un maître, il a 10 moves d'avance. Un grand maître, il a 15 moves d'avance sur le jeu d'échecs. Et en fait, tu dois penser comme ça avec ta life. D'où vient la croyance limitante? Est-ce que c'est parce que t'es dans ton move d'après et t'as pas vu en fait sur une échelle de temps tes 15 moves que tu vas aller jusqu'à maintenant et la fin de ta vie, ou maintenant et les 3 prochains mois, maintenant et tes 12 prochains mois dans ton année, et en fait t'es juste en train peut-être de te tromper de séquence. Parce qu'à un moment donné, t'es obligé de passer par là pour pouvoir passer au next level. Tu me suis ou pas? Moi, je te suis très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les séquences et du coup ils sont overwhelmed, ils sont comment tu dis, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, en fait ils se rajoutent du stress pour rien parce que ils n'ont pas la vision globale de là où est-ce qu'ils veulent aller sur une échelle de temps qui est suffisamment longue avec des steps précis. Parce que regarde, je vais te donner un autre exemple. L'Everest, une montagne, un ascenseur. Quand la dernière fois on est monté, tu te rappelles, tu étais avec nous quand on est monté, on a fait les 33 étages à pied. Ouais. Ou je sais plus combien. 30, ouais. 30, ouais. C'est un step après l'autre. C'est un étage après l'autre. Donc en fait, si tu mets un pied devant l'autre, à un moment donné, à la fin de la journée, tu la gravis ta montagne. Mais si tu la regardes, ta montagne, tu dis putain, elle est trop grosse. L'Everest, tu vas jamais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je pense qu'il faut décomposer des steps
qui sont faisables et je pense que tu vas moins te rajouter de stress par rapport à ça. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, mais souvent, les gens, je vois, moi, ils ont même pas le premier step, tu vois. C'est ça aussi le truc. C'est un espèce d'attentisme parce que, je sais pas, moi, de ce que je vois en tout cas, des gens qu'on peut accompagner, etc., soit ils ont pas assez confiance en eux-mêmes pour prendre le premier step. Ils sont vraiment dans l'ultime procrastination, genre je suis pas assez bon, j'en sais pas assez, je vais me planter, c'est dangereux, c'est trop risqué. Ou alors, ils ont un manque de planification, peut-être plus, tu sais, business. De comprendre, ok, je vais faire ça, et en effet, les steps dont tu parles, 1, 2, 3, 10, mais je vais les faire dans l'ordre, et je vais prioriser, ah, là, je m'étais trompé, le 3, en fait, c'est le 2, etc. Et c'est difficile, parce que il y a beaucoup de gens qui gâchent leur potentiel. Moi, ce que je pourrais recommander, peut-être, moi, ce qui m'aide le plus quand vraiment je dois faire un truc qui est gros, ou j'ai la flemme de faire un truc, ou je commence quelque chose et je suis nul et je me dis putain, je peux prendre l'exemple du skydive, tu vois, tu sautes en parachute, il faut apprendre à contrôler son corps. Ok, sauter d'un avion juste comme plein de gens l'ont fait en tandem et fait ça c'est génial, mais après il y a des choses qui se passent dans le sport. Et surtout quand tu fais seul après. Voilà, il faut apprendre à contrôler son corps dans l'air et chaque position est différente et surtout parce que tu te déplaces dans l'air entre 200 et 400 km/h suivant ta position et chaque micro-mouvement produit un effet. Tu vois, si je fais ça, forcément je pars de l'autre côté et si je mets mes pieds comme ça, peut-être je recule ou j'avance. Et en fait, ça c'est absolument pas instinctif parce que forcément on marche sur terre, on sait pas bouger dans l'air en se déplaçant très vite comme un avion finalement, comme une aile aérodynamique. Et donc au début t'es nul, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois, tu subis, t'es là, Ouais. et t'es obligé d'avoir une vision long terme, de se dire ok, ça va prendre du temps. Et ça, moi ça me saoule, tu vois. Ouais, Parce que j'aime bien quand ça va vite. Et du coup, ce qui m'aide dans plein de situations comme ça, c'est de parler ou d'être en contact avec des gens qui l'ont fait, qui le font. Genre un mec qui est à peine plus avancé que moi, mais qui a passé peut-être, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 5 heures de plus, qui me dit ouais là tu vas voir, pareil, c'était vraiment très dur, mais en fait ça va débloquer à ce moment-là. Ou alors au contraire, un mec super avancé, un coach qui est super fort et qui te dit mais ça c'est rien, tu vas voir, enfin tu te fais un monde pour rien, tu vois. Et en fait d'être au contact de gens, et même c'est pareil dans le business, toi tu te dis faut que je fasse 1 million, mon dieu c'est trop dur, je sais pas si tu commences, et tu rencontres un mec, il fait 10 millions tous les mois, et t'es marrant toi, arrête de te raconter, vas-y, et un peu de vision, tu vois. Exactement. Et du coup tu te dis waouh, c'est possible. Mais ça, c'est sûr que si tu traînes avec Tata Rachel, avec ta mère, avec ton frère, qui ne sont pas des businessmen, qui sont... Et que très souvent, tu les dépasses déjà. Hein, et ils te sûr. donnent des conseils, eux, qui sont moins bien, ou ils sont déjà moins bien que toi. Exactement. Et ne les prends pas, ces conseils-là. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? C'est clair. Et donc, je pense que c'est énormément une question d'entourage. Et ce truc de on est les moyennes des 5 personnes, etc. Ouais, c'est totalement. C'est vrai. Ouais. Mais c'est dur à trouver ces gens. Mm-hmm. Tu vois? Et heureusement qu'il y a le Money Game. Ouais. Heureusement qu'il y a le Money Game. C'est quand même le seul Le lien est en dessous. club français où on t'apprend à rentrer dans le club des 1% en fait. J'allais même pas là-dessus, tu vois. Ouais, mais moi j'ai envie de le dire parce que c'est vrai en fait. Et attends, on a des témoignages tous les jours, etc. C'est même pas le passage pour le dire, c'est que juste c'est une communauté où on veut tirer les gens vers le haut pour rejoindre le club des 1%. Des gens qui gagnent le plus et puis qui kiffent leur life parce que c'est pas qu'une question d'argent encore une fois. C'est quoi ton Everest, toi, en ce moment? Tu parles d'Everest? J'ai 500 millions de dollars à lever. T'as 500 millions de dollars à lever. Ouais, j'ai jamais fait. Tu vois, les gens, ils se disent, là, ils doivent devenir, tu vois, ils doivent se dire, ah ouais, c'est beaucoup. Bah en fait, j'ai à lever. Disons que c'est moi qui me suis donné cet objectif-là. Je pense que vis-à-vis de la boîte, si on fait déjà x2 par rapport à ce qu'on a fait, c'est déjà très bien. Tu vois, 160, on multiplie par 2, c'est déjà top. 320? Ouais, mais j'aimerais bien lever 500. Bah, quand t'es à 320, autant aller à 500. Non, mais 500 en plus de ce qu'on a fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ferait 670. Mais Moi, ça me va, hein. Mais du coup, bah ça c'est un peu un Everest parce que je l'ai pas fait et ça prend des compétences différentes. Il faut parler avec des gens qui sont différents, il faut step up ton game, il faut faire des pitch decks, il faut parler avec des institutional investors, des family office, c'est d'autres personnes, d'autres types de personnes, tu vois. Et j'aimerais bien y arriver, tu vois. Est-ce que je vais y arriver? We will see. Mais est-ce que je me donne les moyens? Bah, on est en train de travailler en parallèle de tout ce qu'on fait, bien évidemment. Et est-ce que même si tu n'y arrives pas, tu vas quand même lever de l'argent along the way, forcément? Exactement. C'est ce que je veux dire. Oui, et puis c'est le target. Puis après, c'est quand aussi? Moi, j'aimerais bien le faire en 12 mois. S'il faut, je le ferai en 3 ans, j'en sais rien, je sais pas, on verra. Ouais, ça, c'est un Everest, ouais, je pense, un bon challenge. Et pourquoi tu penses que c'est important? Parce que de lever de l'argent, je veux dire, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui font du marchand de biens, font du locatif, de l'immobilier, etc., et qui atteignent un certain niveau, et qui passent pas à la phase d'après, parce que justement, ils lèvent pas de sous, ils structurent pas, ils s'associent pas. Mm-hmm. Tu penses que si on n'avait pas levé d'argent, si on n'avait pas accéléré de cette façon-là, on n'aurait pas autant de succès? C'est quoi ta vision sur le... Bah déjà, Yann, je te rappelle qu'avant de lever de l'argent, on a investi nous-mêmes. On a commencé par une villa, et après on en a fait 2, puis après 3, puis après plus, puis après on est arrivé à un moment donné où on a prouvé et on a délivré. Et après, on a inspiré des gens à dire regarde ce qu'on a fait. Ça a pris du temps.
Et là, par contre, on a une opportunité d'en acheter beaucoup et de lever beaucoup. Et pendant 30 jours, on a charbonné et on a fini par trouver un investisseur qui a investi, puis après d'autres. Puis après, on l'a fait avec Invest Dubai, avec notre communauté, etc. Je rappelle quand même que les gens, ils sont sortis avec des bons retours, hein, 46%, 34%. Il y a les deux prochaines qui arrivent. On a un peu plus de 20% sur les deux prochaines. Donc, on a délivré. Puis là, maintenant, l'idée, c'est de dire, bah voilà, tout ce qu'on a fait. Maintenant, on aimerait lever plus parce qu'on a aussi le track record. Donc, pour répondre à ta question, Donc, l'importance du track record. l'importance de le faire toi-même d'abord, exactement. Et de ne pas te voiler la face et de ne pas commencer par lever des fonds avant même que toi, tu puisses le faire. Après, tu peux aussi lever des fonds si tu ne les as pas. Mais trouve déjà un partenaire avec qui tu vas le faire avant d'aller scaler et de faire la tournée des popotes et d'aller chercher tu vois, plus de fonds. Puis c'est pas comme si nous, on avait quelqu'un qui nous disait Jean-Guillaume, je connais des gens qui vont... Tu vois, il faut creuser. Hein. Là, c'est toi et ton bâton Comment de tu pavin. trouves tes investisseurs? Eh ben, networking, parler avec la planète entière. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des gens ou des brokers ou des gens qui sont en contact avec des gens qui ont de l'argent, ben on leur dit, y compris dans Money Game, y compris nos actionnaires, y compris tout le monde en fait. Tu pitches tout le temps, tout le Ma monde. femme, tout le monde. Enfin, tu vois, je dis, mais c'est vrai, genre. Ça, tu pitches tout le temps, tout le monde. Je pitch tout le temps, tout le monde. En fait, c'est never ending story. C'est tout le temps. Et puis après, je creuse avec les personnes, bien sûr, que je juge. Je vais pas passer mon temps non plus avec des personnes où je sais qu'ils vont potentiellement pas avoir ces personnes-là connectées. Donc, je vais là où je pense qu'on peut savoir. Puis bientôt, ça va être phonebook et téléphone. Et voilà, je continue. Au-delà de pitcher tout le temps, tout le monde, tu as une vraie force qui est que tu relances. Ouais, le follow-up. Tu follow-up. Chaque année. Chaque année, chaque 6 mois, chaque machin. Ouais. Comment tu t'organises? Parce que tu parles à vraiment beaucoup de gens. Et enfin, les gens ne se rendent pas compte. Je sais pas combien de gens tu parles dans une année, mais c'est en milliers, tu vois, c'est pas en centaines. Ouais, on parle beaucoup, ouais. Comment tu t'organises pour savoir qui tu dois follow-up? Donc tu dois le rappeler, tu lui renvoyer un mail. Comment tu gères ça? Alors moi je crois beaucoup au momentum, donc j'essaye que quand quelqu'un il est assez motivé et chaud de me concentrer sur lui 2 jours après, 4 jours après, et en fait c'est cette succession où je vais le rencontrer plusieurs fois au début qui va faire que je vais arriver sur un closing. Donc ce qui est très très important, c'est pas je vais me dire ah bah de face. En fait je pars du principe déjà que le mec il est closé. Dans la mesure où ce que j'ai, ça démonte, et c'est trop bien, et je suis convaincu, et on a le track record, et que c'est le meilleur investissement que je pense que lui, il peut avoir avec nous, bah déjà je suis convaincu. Donc je le pitch, et après je pars du principe qu'il est closé. Que tu vas réussir. Voilà. Begin with the end in mind, deuxième habit de Stephen Covey, qui est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Commencez déjà par la fin, je le vois déjà signé. Donc du coup, forcément, dites-vous bien qu'en moyenne, c'est 7 contacts avant de closer un deal. Donc déjà, si tu sais ça, tu sais que le plus rapidement tu vas enchaîner tes 7 points de contact, que ce soit via un appel téléphonique, un deuxième rendez-vous, un lunch. Tu vois, des fois je suis pas avec vous là. À midi d'ailleurs, je suis pas avec vous. Je rencontre quelqu'un qui m'a été mis en contact par quelqu'un, qui m'a été mis en contact par quelqu'un, que j'ai rencontré au bureau en 1 heure et que j'ai mis tout de suite un deuxième rendez-vous. J'ai suscité suffisamment d'intérêt que c'est même lui qui m'a demandé, mais viens, faut qu'on apprenne à se connaître, etc. Accessoirement, c'est quelqu'un qui a réalisé 11 milliards de transactions avec des banques, etc., dans des deals, etc. Et je lui ai dit qu'on cherchait à lever 500 millions et potentiellement, il va pouvoir aussi nous accompagner. Sauf que lui, il m'a dit, moi, ça m'intéresse pas de lever que des fonds, j'ai envie de m'intégrer un peu plus, etc. Je lui ai dit, écoute, on va se voir. Donc là, je vais luncher avec lui à midi, par exemple. Tu vas me déposer d'ailleurs pour aller le voir. Alors que d'habitude, on mange tout le temps ensemble. Mais des fois, ça fait partie aussi des choses. Donc, tu peux multiplier le formel, l'informel, la relance téléphonique, créer de la relation, etc. Donc moi, je passe vraiment beaucoup de temps avec des gens, sur mon temps aussi perso, parce que des fois, dans la semaine, on doit deliver sur autre chose, etc. Donc des fois, c'est des soirs, tu vois. Donc la social night, j'essaye en fait toutes les semaines d'avoir au moins un déjeuner avec quelqu'un qui va nous emmener du business en plus. Donc le follow-up, il est weekly en fait, il est 1 fois par semaine. Et après, si tu as des gens qui sont bien évidemment, après, il faut poser les bonnes questions. Si le gars, tu vois qu'il est là, il est intéressé, mais il te dit, moi, j'aurai pas les fonds avant 3 mois, bah, tu te notes dans ton agenda de le rappeler dans 2 mois et demi, tu vois. Ah oui, il y a un autre truc que je fais aussi qui est assez puissant, c'est que j'essaie de demander toujours les dates d'anniversaire des gens. Et je les enregistre dans mon téléphone. Ça, c'est un bon tip. Et à chaque anniversaire de gens que je pense que je dois en avoir 200, tu vois. En fait, tous les jours, je fais une petite vidéo pour souhaiter les anniversaires aux gens qui sont dans mon entourage, ou un audio. Parce que le HB Happy Birthday, je trouve ça ridicule. Mais quand tu sais, tout le monde aime bien se faire fêter son anniversaire, tu vois. Ouais. Donc je le fais. Quand tu t'y attends pas à un mec, t'as parlé business. Ouais, exactement. Machin. Le gars il s'attend pas. Il va se dire, mais attends, mais pourquoi il est full. Ouais, c'est qui? Et en fait, des fois, et quand tu le fais tous les ans, pendant 2, 3, 4 ans, parce que faut pas oublier que le business développement ou la création de relations et de confiance avec les gens, ça prend du temps. Moi, d'ailleurs, on l'a vécu il y a pas longtemps. Oui. Nous, quand on s'est vu.
on s'est vu, tout de suite derrière on s'est revu, après je t'ai rappelé, après t'es revenu, après on s'est vu, etc. Et c'est comme ça que ça a fait. On n'est pas devenus associés le deuxième coup de téléphone, salut, on va le faire. Ouais. Je pense que ça a même dû prendre environ 7 contacts avant de rentrer, tu vois, de l'association finale. Donc, et après, il y a eu d'autres personnes que j'ai rencontrées après toi, et je fais des follow-up régulièrement. Et puis après, il y a une question de timing dans la vie, où des fois c'est pas le bon timing, etc. Et n'ayez pas l'air désespéré, tu vois. À un moment donné, quand tu veux faire du business avec les gens, faut que tu fasses aussi partir du principe que c'est les gens qui ont besoin de toi parce que tu leur amènes une vraie valeur ajoutée. Si tu es là toujours en mode, j'appelle ça le valet roi, tu sais, tu te positionnes en tant que valet et tu dis oui à tout. Et tu es là et tu subis le calendrier des autres. Non, moi je suis pas disponible à ces heures-là, je suis pas disponible à ces heures-là. Par exemple, j'ai des jours où je donne pas de rendez-vous. Tous les lundis en général, tu ne peux pas me faire de meeting avec moi, c'est que pour de l'interne. Sauf si cas exceptionnel. Donc tu dois organiser ton agenda par rapport à ça. Donc voilà quelques tips que tu peux mettre en application, que vous pouvez mettre en application pour faire du follow-up. Et il y a des gens que tu follow-up vraiment sur plusieurs années parce qu'ils sont importants, etc. Ouais. Si un mec, ok, tu lui as parlé il y a 1 an, il était important mais c'était pas son timing parce que voilà, etc. Il devait vendre sa boîte, récupérer son argent plus tard. 1 an après, quand tu le recontactes, genre t'arrives comment ? T'arrives comme une fleur, tu dis hey, salut, ça va T'as une technique pour ça? Ouais, alors tout est contextuel dans le sens où soit c'est son birthday, donc du coup ça c'est vraiment un très bon happy birthday, comment ça va? J'espère que tu vas bien, je suis à Dubaï, fais-moi savoir quand est-ce que tu viens à Dubaï. Parce que en plus de ça, il se trouve que Dubaï, ça attire plein de gens et les gens viennent au moins ici 1 fois par an. Donc du coup, je me déplace même moins. Donc du coup, le next step c'est ça, fais-moi dire quand tu viens à Dubaï. Et quand tu viens à Dubaï, les gens m'appellent. 1 semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance, tiens, j'aimerais bien qu'on se voit, etc. Si c'est le bon timing pour moi, j'y vais, sinon, je suis pas dispo, etc. On verra. Mais voilà, donc il y a déjà ça, il y a la présence à Dubaï. Il y a aussi où est-ce que cette personne est basée. Si moi, par exemple, je vais faire un tour d'Europe, parce que des fois ça m'arrive. Je vais en France, je vais à Paris, je vais en Suisse, je vais en Italie, enfin voilà, je vais voir certaines personnes. Quand je sais que je vais préparer mon prochain meeting et que la personne, elle est dans cette ville-là, je le préviens à l'avance, tiens, je vais être dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Je te tiens au jus. Et du coup, quand j'y vais, j'ai une liste dans mes notes où quand je pars en road trip, j'ai qui je dois voir à Genève, qui je dois voir à Paris, qui je dois voir à Nice, qui je dois voir à Saint-Tropez, qui je dois voir à Monaco. Et je note les gens qui sont intéressants et stratégiques dans le bon timing dans mon prochain passage. Et je les préviens comme ça. Ok, ça c'est des très très bonnes... On va continuer parce que ça, je sais que les gens ils ont vraiment du mal. C'est très important. Je note toujours quand j'enregistre un contact, le nom, le prénom, et dans la partie compagnie, dans mon iPhone, je mets toujours 4 mots qui me rappellent cette personne-là. C'est-à-dire, c'est un real estate broker. Je mets real estate broker, donc qui il est, où est-ce qu'il est basé, Dubaï, ou alors Paris, ou France. 3e truc, le nom de sa boîte. Et ça peut être aussi des choses perso, par exemple. Un truc qui t'a dit un truc qui m'a dit, un truc par exemple, c'est un vision man, tu vois, c'est un mec comme moi, je mets vision, tu vois, c'est un mec qui a de la vision. Donc du coup, quand je me rappelle plus du nom de la personne. Ah oui, et je mets très important, je mets toujours grâce à qui j'ai rencontré cette personne-là. Parce que demain, t'as Gilbert qui t'a présenté Patrick. Et tu te rappelles plus que c'est Patrick parce que tu l'as vu qu'une seule fois, mais Gilbert, tu le connais. Et moi, j'ai mis, quand j'ai enregistré le numéro de Patrick, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai mis Gilbert. Du coup, quand je tape Gilbert, parce que je sais que ça vient de lui, tout de suite dans mon téléphone, je l'ai. Je suis pas là en train de passer 107 ans à regarder dans mes 10 000 contacts qui c'est le gars. Pas mal ça. Donc, je gagne du temps, tu vois. Gros tips. Et du coup, pour quelqu'un qui serait dans une ville... Un autre truc, excuse-moi. Ah, on en a là, on en a pour notre argent, vas-y. Je demande les adresses email des gens pour confirmer les rendez-vous calendaires. Ça paraît bête, mais le nombre de gens qui ne confirment pas les rendez-vous et du coup les gens ne se pointent pas, ou ils t'ont oublié, non en fait, j'envoie toujours RDV, le nom de la personne, / mon nom, la barre comme ça, là, droite, je mets le purpose, donc Green Bull ou Miami House ou peu importe. Je mets la localisation, notre bureau ou mon lien Zoom si c'est une présentation. J'essaie de faire des présentations quand c'est des discovery calls de 15 minutes ou 30 minutes max. Parce que si ça aboutit sur quelque chose d'autre, je move on et je fais un 2e follow-up. Donc je fais exprès de pas faire un discovery call qui dure 1 heure dès le début. Parce que je suis aussi pressé, je sais pas ce que ça va donner. Si demain tu bloques 1 heure avec quelqu'un, mais finalement en 15 minutes t'as torché le truc. Pourquoi tu vas perdre 45 minutes de ta productivité avec lui? Tandis que quand tu fais un discovery call, j'arrive, je time le discovery call, je dis voilà, on va parler en 20 minutes. Je lui mets un timer, je dis voilà, t'as 5 minutes pour te présenter, moi je prends 5 minutes pour me présenter. Vous verrez que 5 minutes de présentation timée sans interruption. Vous apprenez tellement de choses sur la personne, ça rentre pas dans une discussion, il se présente en 5 minutes, je me présente en 5 minutes et ensuite on parle 10 minutes après sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et à la fin 10 minutes questions-réponses, en 30 minutes tu as organisé ton rendez-vous et tu sais exactement ce qui se passe. Et j'ai un fichier Word où je note tout ce qu'il m'a dit d'un point de vue qualitatif, que je rentre après dans ma rubrique de contact et j'ai de l'information personnalisée sur la personne que j'oublie pas. Donc tu as un vrai process. Ah, j'ai un vrai process. Tu fais pas ça au hasard, c'est pas tu parles à des gens, peut-être machin.
Non. Donc il faut que les gens aient un vrai process s'ils veulent, en tout cas, soit trouver des associés d'ailleurs, hein. Pas forcément de lever des fonds, ça peut être lever des fonds, trouver des associés, partenaires, banquiers, recrutement, etc. Même dating, hein. On n'en a pas parlé, mais c'est un autre débat. On peut en parler si tu on veux. peut en parler si tu veux. Tu fais un fichier Excel dating à la belle époque. Tu veux qu'on parle dating ou t'avais une question? On peut parler dating si t'as envie, parce que c'est du... C'est du bizdev. C'est du business. Bah ok, je vais vous donner un du tips. réseau. Comment j'ai rencontré ma nouvelle conjointe? Vas-y. J'ai pas le temps. Donc vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas non plus passer ma vie dans des bars, tous les bars du truc, etc. Et c'est pas forcément dans les bars non plus, surtout si tu veux une femme qui boit pas, comme c'est le cas de la mienne, que je vais forcément la trouver, tu vois, même si de temps en temps, bien sûr, elle sort et moi je sors, etc. Bref, déjà j'ai fait une description très précise de qu'est-ce que je recherchais chez une femme, 38 critères. Par rapport à des expériences passées, par rapport à... Ouais, on est dans le domaine relationnel. Ah, on y est. Je veux dire, à un moment donné, ton partenaire de vie, c'est quand même important, Yann. C'est avec elle ou, tu vois, ou avec lui que tu vas être tout le temps, les soirs, les week-ends, etc. Donc, tu as intérêt quand même à savoir qu'est-ce que tu veux. Ouais, donc, moi, j'ai un fichier critères très précis, non négociable, sur toutes ces choses-là. Que tu manifestes après aussi, ça, c'est un autre débat. Je fais mes critères de ce que je recherche et ce que je ne veux pas. Très important de savoir ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux surtout pas. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être, tu vois, qualité, etc. Et ensuite, je multiplie mes points d'entrée. Donc, je dis à tout le monde ce que je recherche. Mes potes, mes associés, les autres, les amis, les connaissances. Là, je recherche, tu vois, la femme de ma vie. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est pareil que du business. C'est du business, c'est totalement du business. Du coup, je me suis mis sur 4 applications de rencontres. Donc, Lexi, Raya, LinkedIn. Non, pas LinkedIn. Bumble et l'autre c'était Tinder. C'était Tinder. Ça marchait pas bien. Bref, du coup, j'ai fait mon profil, donc qui je recherche, qu'est-ce que je veux, etc. Du coup, bien sûr, 2-3 photos, etc. Parce qu'il faut se montrer, sinon les gens ils viennent pas à toi. Et ensuite, j'ai multiplié. Et là, j'ai fait pendant 1 an et 4 mois 2 dates par semaine, tous les jeudis soirs. Et tous les samedis midi. Et je vous jure que c'est vrai. Et 2 dates par semaine, t'es un peu en dessous de la vérité. Je me rappelle de toi à faire 2 dates par jour. Mais pas des dates genre il nique tout ce qui bouge. Hein. Ah non. Des entretiens d'embauche, les gars. Ouais, un peu. En mode voilà, bonjour. De toute façon, je pars du principe qu'il faut que tu manges avec quelqu'un. Donc moi, le jeudi soir, c'était ma social night. Donc du coup, je bookais, tu vois, mon rendez-vous date. Alors après, des fois, forcément, tu passes plus de temps avec des gens. Et ça me permet de devenir meilleur aussi dans mon approche. De voir qu'est-ce qu'il fallait que je change, ce qu'il fallait que je change pas, etc. Donc j'ai dû avoir, je sais pas moi, 600 interactions avec des gens, messages, etc. Puis après, j'ai dû faire peut-être 130 dates. Et ensuite, j'en ai sélectionné une qui était la meilleure pour moi. Et je me suis donné les chances, j'ai tout coupé. Oui. Et j'ai pris aussi une agence matrimoniale. De quelqu'un qui m'aidait en VIP pour trouver tu vois, la femme de ma vie et j'ai donné mes critères. 130 dates. Ouais, je pense, à peu près. C'est plus que, je pense, la plupart des gens dans toute leur vie, tu vois. C'est-à-dire que... Peut-être. C'est aussi pour ça, tu vois. Et juste, le dating, c'est une anecdote. Mais ça prouve que mettre en place un process, mettre en place des critères, savoir ce qu'on veut, etc. C'est comme ça qu'on a des résultats. Là, tu as trouvé quelqu'un qui te correspond, mais c'est la même chose dans le business. Tu aurais cherché un associé, tu aurais trouvé un associé. Tu aurais cherché un banquier, tu aurais levé des fonds, et c'est exactement ce que tu fais. Tu cherchais le meilleur médecin parce que tu as une problématique d'allergie spécialisée dans un truc et tout, qu'il n'y a personne qui arrive à te solutionner. Et faut que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne. Don't give up, n'abandonne pas quoi. Ouais, et puis voilà, puis je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Puis après ça a marché, puis après j'ai arrêté l'agence matrimoniale qui m'avait présenté des gens hyper prêts. Attends, les gens ils payent des recruteurs pour recruter des gens. Et toi, tu ne vas pas payer quelqu'un dont c'est le métier d'identifier des profils pour toi, pour te permettre de gagner du temps, pour potentiellement pouvoir trouver quelqu'un. Pourquoi pas en fait? Non mais je suis désolé, pourquoi pas? Et bien sûr, c'est 3.0, l'agence matrimoniale, etc. Mais moi, j'y crois. Moi, je crois à tous multiplier les points d'entrée. Et tu sais ce qui est drôle? C'est que c'est pas elle qui m'a trouvé la personne. Oui. Je l'ai rencontrée sur une app, je l'ai vue 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis voilà, maintenant on est ensemble. Depuis plusieurs mois et je pense que c'est la bonne. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une question de process. Et tu te donnes plus de chances de voir plus de monde parce que moi je crois beaucoup dans la qualité mais je crois aussi dans la quantité. Tu veux faire beaucoup de ventes, tu dois avoir beaucoup de personnes. Tu veux recruter les bonnes personnes, tu dois voir beaucoup de personnes et les évaluer. Sinon tu te limites. Ce sera le mot de la fin, mon pote, parce que là je pense que les gens ont eu une seule envie, c'est de prendre un fichier Excel, de commencer à parler à du monde, d'appeler, de relancer et j'espère que ça vous aura motivé. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions, pétez-moi la gueule de ce pouce pour cet épisode franchement qui a été bien rempli, plein de pépites, plein de tips, c'était cool. Merci Vision Man. Merci Anne. C'était cool. À bientôt là-dessus. Peace and work.